Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast, puisqu'on est absolument partout en histoire. En général, plus c'est ancien et moins on sait de choses. Mais ça veut pas dire qu'on sait rien non plus. Et c'est le cas quand on parle d'architecture et de construction en Égypte ancienne. Certains disent qu'on sait pas du tout comment les Égyptiens ont construit les monuments comme les pyramides, que leurs outils étaient trop rudimentaires pour bâtir de tels ouvrages, alors que, en fait, même s'il y a bien sûr des zones d'ombre, on est loin de rien savoir sur tout ça. Alors pour y voir un petit peu plus clair, eh bien j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Franck Monnier, qui est un égyptologue spécialiste de l'architecture égyptienne. Il est membre associé de l'équipe Égypte nilodétique et méditerranéenne de l'unité mixte de recherche 5140 de l'université Montpellier-Paul Valéry. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles sur ces sujets de prédilection, comme L'univers fascinant des pyramides d'Égypte en 2021, Dans le secret des bâtisseurs égyptiens en 2023 et La science face aux dossiers mystérieux de l'Égypte ancienne en 2025. Mais Franck, il a aussi d'autres casquettes. Il est très actif pour lutter contre les idées reçues et les fake news qui concernent l'Égypte. Il fait également des reconstitutions 3D de sites archéologiques. Bref, il fait beaucoup de choses. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et sur ce, je vous demande d'accueillir chaleureusement Franck. Salut Franck. Salut Benjamin. Avant d'explorer tous ces sujets passionnants ensemble et de savoir ce qu'on sait ou pas sur la construction des pyramides et d'autres édifices, la question que je pose tout le temps à mes invités, c'est comment est-ce que t'en es arrivé là? Comment est-ce que t'en es arrivé à t'intéresser à ces triangles pointus et autres édifices anciens? Alors mon parcours est un peu, même très atypique dans le monde égyptologique. Alors ma passion, elle est née, on va dire, d'une manière vraiment très classique. Si on la compare aux autres égyptologues, comme la plupart, c'est très jeune, à l'école, en 6e, en cours d'histoire, au moment où on découvre l'Égypte ancienne, parce qu'à l'époque, dans les années 80, l'Égypte ancienne était bien au programme et bien enseignée. On avait vraiment tout un nombre de cours assez important là-dessus, et là ça m'a éveillé à un univers. Alors en fait, c'est pas l'Égypte ancienne qui m'a passionné au départ, c'est plus l'exploit de la traduction des hiéroglyphes par Champollion. C'est ça qui m'a marqué en fait. Je me suis dit, ça a été tellement bien expliqué, que je me suis dit oui, moi aussi j'aimerais bien en fait décoder comme ça, décrypter quelque chose, et ça m'a ouvert les portes sur l'Égypte. Voilà. Je me suis intéressé à Champollion et à ce qu'il a fait, et ensuite je me suis intéressé à l'Égypte, et là ça a été j'ai été mordu tout de suite. C'était soit ça, soit médecin, quoi. Pour écrire les ordonnances, c'était une des deux pistes, quoi. Le problème, c'est que l'égyptologie, à l'époque, en tout cas, et moi dans le milieu dans lequel je vivais, ça semblait quelque chose de totalement inaccessible, en fait. Donc les professeurs, les enseignants avaient tendance à nous décourager, de nous lancer vers des voies comme ça, un peu vraiment... on va dire où il n'y a pas de débouché, quoi. L'égyptologie, c'est pas là où il faut aller pour se dire je vais avoir un travail bien payé et être sûr d'avoir du boulot. Sinon, on se trompe complètement. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai une passion vraiment dévorante pour l'Égypte ancienne, ce qui fait que même je négligeais mes cours, quoi. Donc, je ne pensais qu'à ça. Et à un moment donné, je me dis moi, je serai jamais égyptologue parce qu'on me décourageait de le faire. Et je me suis laissé décourager, il faut le dire aussi. Et du coup, je me suis plus tourné vers un cursus scientifique, parce que j'adorais les sciences aussi. J'étais ouvert un peu à tout. J'étais une éponge. Et voilà, je me suis lancé après vers un parcours universitaire d'ingénieur, mais dans le public, pas une école privée, dans le public. Et je suis sorti en 2001 avec un diplôme d'études supérieures en radiocommunication, donc qui n'a absolument rien à voir, mais qui était une sorte de sûreté, en fait, pour avoir un boulot. Voilà, et crise économique début des années 2000, crise des télécoms, j'ai perdu mon travail, licenciement économique, et là je me suis dit, j'ai choisi la sécurité pour arriver finalement à quelque chose que je voulais éviter. Donc je me suis tourné après vers l'enseignement, mathématiques, physique, j'ai enseigné la physique et les mathématiques, et parallèlement à ça, je me suis dit, maintenant, là, je me consacre à ma passion durant mon temps libre. C'était une passion. Voilà, je me suis un peu redirigé vers l'Égypte comme ça, mais sans but, sans objectif d'être égyptologue un jour, quoi. Et en 2006, j'ai beaucoup collaboré à l'encyclopédie Wikipédia, où j'ai écrit, j'ai beaucoup fourni en fait les articles sur les pyramides, d'ailleurs, qui sont toujours très alimentés par mes dessins, etc. On peut toujours les voir. Ça a duré 1 an, et
Pendant un an, j'ai travaillé sur les pyramides. Je me suis formé, j'ai appris aussi, j'ai pris des cours sur les hiéroglyphes, etc. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose sur les forteresses égyptiennes, parce que je suis aussi passionné par l'architecture militaire et l'architecture militaire égyptienne. Mais il n'y avait jamais rien, aucun livre qui avait été écrit là-dessus. Et mon épouse m'a dit, mais pourquoi t'en ferais pas un livre? Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. On va dire que la première étape qui m'a fait envisager de me lancer dans le monde égyptologique de manière professionnelle, c'était ça. C'était d'entreprendre d'écrire un livre sur les forteresses égyptiennes. Et c'est mon épouse qui m'avait invité à le faire. Et je me suis dit, ah bah oui, pourquoi pas. Et voilà, c'est parti de là. Et après, j'ai écrit ce livre qui a pris 3 ans à être écrit. Puis après, il faut trouver un éditeur. Donc, c'est pas évident quand on n'est pas égyptologue et qu'on est en dehors du cercle. Et là, je salue et je remercie beaucoup les éditions Safran en Belgique, qui est une maison d'édition spécialisée en archéologie, égyptologie, qui a accueilli mon manuscrit, qui l'a analysé, qui m'a dit, ah oui, c'est super, faut l'éditer, quoi. Et voilà, j'avais des idées aussi. Alors, c'est vrai qu'en travaillant comme ça, j'ai nourri aussi des idées qui étaient originales, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore été proposées. C'est pour ça que j'ai arrêté Wikipédia aussi, parce que Wikipédia, le but, c'est d'établir un état des connaissances certifié, mais pas d'imposer ses connaissances à soi, en tout cas ses théories. Oui, effectivement, c'est un parcours atypique, mais enfin, on le voit, il y a une passion qu'elle a quand même depuis très très longtemps. C'est vraiment cool. Ouais, ça a toujours été là. C'est vraiment cool que tu aies pu transformer l'essai. Et puis on salue ta femme au passage. Merci, madame. Voilà. Elle est toujours là, d'ailleurs, toujours à me soutenir. Ouais. Sans elle, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Et donc aujourd'hui, toi, tu es vraiment spécialiste de l'architecture en général? Non, oui, c'est vraiment l'architecture égyptienne. Oui. Alors, je suis spécialisé surtout sur tout ce qui est architecture funéraire de l'Ancien Empire, donc mastaba, pyramide, complexe à pyramide, Moyen Empire, parce qu'on a aussi des pyramides au Moyen Empire, et architecture militaire. Et puis tout ce qui touche à la construction. C'est-à-dire qu'après le reste, les temples, l'architecture religieuse, bon, je connais un peu, mais je travaille pas énormément, quoi. Bon, c'est vrai que le domaine est vaste, donc il faut faire des choix après pour se focaliser vraiment. Alors j'ai été amené à travailler quand même, par exemple, sur le temple de Karnak, mais voilà, très ponctuellement. Alors nous, il y a quelques mois, on a reçu dans cette émission Jean-Claude Golvin, qui est connu pour des reconstitutions archéologiques en aquarelle, notamment. Toi, tu utilises une autre technique qui est la 3D, et donc comment tu fais en fait, à quoi ça sert, pourquoi tu le fais, dans quel usage c'est utilisé? Je dirais que l'un des objectifs de la 3D, il est un peu similaire à celui des aquarelles de Jean-Claude Golvin. C'est aussi de donner à voir en fait des images reconstituées des sites antiques tels qu'ils pouvaient être en fait. Et c'est un moyen de diffusion et de vulgarisation qui est vraiment idéal. Parce qu'en plus avec la 3D, alors les aquarelles et le dessin, c'est un côté artistique qui est que j'adore. Ça on peut pas le remplacer. Mais la 3D permet aussi par ailleurs d'atteindre un niveau de réalisme qu'on peut pas atteindre avec un dessin. Ou alors on va se consacrer à un dessin pendant un an et on produira pas grand-chose, quoi, parce que c'est très très énergivore. Donc la 3D c'est très pratique, mais c'est aussi un outil de travail dans le sens où on peut travailler, on peut émettre des hypothèses, de travail, et puis faire des modifications. C'est-à-dire qu'une 3D c'est très vivant. On a un état initial, voilà, qu'on va partager. Et on va dire, voilà, en l'état actuel des choses, on peut reconstituer cet édifice de cette manière. Et c'est donc un état des connaissances à un instant T. Et cette 3D peut évoluer, peut être amenée à évoluer en fonction des découvertes, en fonction des publications qui vont paraître. Et c'est ça aussi le côté très pratique, c'est qu'on n'est pas obligé de reprendre à zéro en fait tout le travail. Et c'est on peut aussi produire des vues animées, on peut produire des points de vue différents, tout ça est vraiment. Alors la 3D c'est très pratique à ce niveau-là. Ouais. Alors, je te propose de rentrer dans le vif du sujet qui intéresse. On a déjà des petits des messages dans le chat disant hâte de savoir comment les petits aliens ont réalisé tout ça. Donc effectivement, on va en parler de cette architecture égyptienne. Donc avant toute chose, est-ce que parce que dans cette émission, on aime bien quand même définir un petit peu ce dont on parle. Donc c'est quoi déjà l'architecture ? L'architecture, c'est l'art de concevoir et de bâtir en fait des édifices.
Voilà, c'est l'art de concevoir des plans. Alors des plans, c'est vrai que les anciens Égyptiens concevaient certainement des plans, on n'a pas beaucoup de traces, mais bon, on a des indices quand même qui nous montrent qu'ils avaient des plans. Et forcément, avec ce qu'ils ont pu produire, il y avait nécessairement des plans derrière tout ça. Les plans, après l'organisation logistique, et puis la manière de se produire en matériaux, d'assembler les matériaux pour arriver à une forme qu'on a désirée au départ. Voilà. Alors, on a plusieurs types d'architecture. On a l'architecture religieuse en Égypte ancienne, on a l'architecture funéraire, l'architecture militaire et l'architecture civile. Voilà. Et c'est vrai que l'architecture funéraire, on est religieuse dans une moindre mesure, mais l'architecture funéraire avec les pyramides occupe tout l'espace en fait des discussions sur l'Égypte ancienne parce que la grande pyramide de Khéops c'est un phare, c'est l'arbre un peu qui cache la forêt. Voilà. C'est un arbre magnifique, mais on en oublie d'observer tout l'univers qu'il y a derrière. Voilà. Et il est aussi fascinant que la pyramide de Khéops, et ça on a tendance à l'oublier. Alors tu le disais, toi tu as des spécialités même en fonction des périodes, parce que alors l'histoire antique égyptienne, ça s'étale sur combien de temps? On a tendance à dire que c'est à peu près 3000 ans. Alors c'est beaucoup, mais moi je peux dire on peut considérer que c'est plus. Parce qu'en fait, on part généralement traditionnellement de 3000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'apparition de l'État unifié de l'Égypte ancienne. Et on s'arrête ensuite à la mort de Cléopâtre. Mais sachant que la culture pharaonique avec l'écriture hiéroglyphique, l'usage des temples, ne s'arrête qu'à la fin de l'Empire romain, à la chute de l'Empire romain. Voilà. Donc on est au 5e, 6e siècle après Jésus-Christ encore. Hein. Et l'écriture hiéroglyphique pose ses bases sur des éléments qui sont apparus durant le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et la culture égyptienne était plus ancienne que l'époque où est apparu l'État unifié de l'Égypte ancienne. Donc moi je dirais qu'on a environ 4000 ans d'histoire de culture pharaonique pure. J'imagine qu'il y a eu quand même des évolutions architecturales depuis en 4000 ans, quoi. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors c'est intéressant parce que l'Égypte ancienne, dans ce cadre-là, il y a une évolution, mais il y a aussi une tradition. Il y a une sorte d'harmonie entre les deux, ce qui fait qu'on retrouve quand même beaucoup d'éléments à la fin de la civilisation égyptienne qui ont été créés au tout début. Parce qu'on fait tout le temps référence en fait à de vieilles archives des premiers temps en fait. Et donc je pense qu'ils sont comme ça toujours dans le souci de respecter une tradition ancienne, une tradition de l'âge d'or égyptien. Et cet âge d'or en fait généralement c'est l'Ancien Empire, considéré vraiment comme le summum, l'apex de la civilisation égyptienne. Donc l'Ancien Empire, l'âge des pyramides. Alors cette civilisation, pour qu'on comprenne bien d'un point de vue géographique, ça correspond à quoi? Parce que c'est vrai que souvent, tu vois, typiquement quand on parle de la France, on dit oui, la France, il y a 1000 ans. Bon, la France, c'est 1000 ans, c'est pas du tout la France d'aujourd'hui en fait. Donc pour l'Égypte, quid? Alors l'Égypte, on va dire que l'État unifié, la double Égypte, la haute et la basse Égypte, c'est du delta du Sinaï, en gros, du Sinaï au nord et du delta à la côte méditerranéenne jusqu'à Assouan. Voilà, Assouan au sud, ça c'est la limite sud de l'État traditionnel du royaume égyptien. Mais ces frontières sont mouvantes au fil du temps, surtout au Nouvel Empire où là, les pharaons ont tendance à avoir des ambitions territoriales beaucoup plus importantes qu'au Moyen. Et encore, je nuance, mais même au Moyen Empire, on avait tendance à aller bien au sud, au Soudan, pour avoir le contrôle des richesses de la Nubie et aussi le contrôle en fait d'un rival de l'Égypte ancienne, qui est le pays de Kouch, qui avait tendance à menacer la frontière sud. Donc là, on a Assouan, on a le Sinaï, mais durant les 3000 ans, on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut envahir le Soudan, on peut envahir le Levant, le Moyen-Orient, etc. Mais ce sont des frontières très, très instables après. Pour ceux qui s'intéressent au couchant, justement, on a fait des vidéos dessus sur Nota Bene, donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu parce que c'est très intéressant et très méconnu. Voilà. Donc, alors on va parler de tous ces clichés qui tournent autour de ces constructions et de cette architecture égyptienne, mais avant de rentrer on en a énormément des clichés. Toi, t'es
particulièrement engagé dans la lutte contre les fake news et contre ces clichés. Pourquoi tu t'as été amené à te lancer dans cette guerre un peu quand même contre les fake news qui entourent l'Égypte ancienne? En fait, c'est perçu maintenant comme une lutte ou une guerre, alors que, en fait, j'ai toujours fait ça, mais jamais dans cet objectif-là de lutter contre quelque chose. Maintenant, j'ai cette impression-là, forcément, parce que oui, alors tout est très polarisé. Mais par exemple, quand j'ai expliqué tout à l'heure que j'allais commencer sur Wikipédia, mon objectif alors, c'était vraiment de partager ma passion, de partager mes connaissances, mais aussi, en fait, de contrebalancer ce qu'on voyait sur le net depuis l'apparition du net dans les années 90, c'est-à-dire toutes ces théories, les hélicoptères d'Abydos, vous voyez, enfin, ça, c'est vraiment apparu avec le net. Enfin, ce genre de choses, ça a acquis une sorte de résonance nouvelle avec l'apparition du net dans les années 90. Et c'est vrai qu'au début des années 2000, on avait tout ça, ça envahissait le net, mais sans qu'on ait cet aspect négatif qu'on a aujourd'hui. On sent aujourd'hui qu'on est submergé par ça. À l'époque, ça l'était pas vraiment, ça touchait pas grand monde. Mais moi, je trouvais ça important. Je trouvais qu'on n'avait pas assez d'informations qui s'opposaient à ça, des informations sérieuses. Donc c'est pour ça que je me suis lancé sur Wikipédia. J'étais pas le seul, hein. On était toute une bande comme ça à vouloir nourrir cette encyclopédie justement pour offrir aux gens quelque chose d'accessible et gratuit et qui était sérieux. Voilà. Et donc voilà, je l'ai fait comme ça. Moi, c'était plus un partage de passion. Voilà, et c'est vrai que pendant cette année-là où on était très actifs, on a été amené en fait à discuter des théories de construction sur les pyramides et à alimenter une page, donc théorie sur les constructions de pyramides égyptiennes. Et on était confronté à des théoriciens qui voulaient imposer en fait leur vision et qui voulaient l'écrire sur Wikipédia, qui voulaient le graver dans le marbre leur théorie qui n'avait été publiée nulle part. Donc on a eu des débats houleux comme ça, où forcément, alors oui, on était perçus comme des opposants à ce moment-là. C'est là qu'on s'est dit bah ouais, finalement on a l'impression de lutter contre quelque chose, alors qu'on était là tout simplement pour partager notre passion et l'état des connaissances. Ça se fait en fait un peu malgré nous quelque part. On est un peu embarqué dans un combat et voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est là où j'ai été vraiment pour la première fois aux prises avec ces théoriciens qui n'avaient qu'une chose en tête, c'était imposer leurs idées et ne pas s'intéresser vraiment à la civilisation égyptienne parce que c'était pas le but pour eux. Le but, c'était vraiment d'inventer quelque chose et d'acquérir la gloire avec leur invention. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je rencontre assez souvent. Je suis désolé pour ceux qui ont une théorie, hein, mais alors, il y a des exceptions, bien sûr, hein, on va pas généraliser, mais la plupart sont comme ça. Ils ont l'impression qu'il y a un Graal à trouver et qu'ils l'ont trouvé et qu'ils veulent, décrocher la médaille d'or, quoi. Oui, parce que après, sinon, on le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, mais se poser des questions, c'est bien, c'est sain. Voilà, il y a aucun problème avec ça, il y a jamais aucun scientifique sérieux qui vous reprochera de vous poser des questions ou d'être curieux ou d'aller fouiner. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir démontrer, justifier, apporter des preuves, se confronter aux autres scientifiques pour valider justement ces théories en fait. Oui, alors tout à fait. Et là, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est que, alors moi, quand j'ai commencé à écrire des articles, etc., je me suis basé sur des sources égyptologiques. Jamais il m'est venu à l'idée de combler un trou avec une idée, moi, qui m'était passée par la tête. C'est pas moi le spécialiste. Les spécialistes, ce sont les chercheurs, les architectes qui ont travaillé sur les lieux, qui ont produit des rapports. Et je me suis nourri de ces rapports-là, et c'est comme ça que j'ai appris. Jamais il me serait venu à l'idée d'inventer quoi que ce soit, parce que qui j'étais, quoi. J'avais pas encore assez de connaissances solides à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai appris, d'ailleurs. Et au moment où j'ai écrit mon premier livre, et puis après j'ai écrit des articles, et puis ainsi de suite, mais j'ai toujours consulté en fait les gens qui étaient en première ligne, c'est-à-dire les gens qui avaient étudié tel site, qui connaissaient les spécialistes de leur sujet, de leur domaine. Voilà. À partir de moment, ça me semble, et ça c'est valable pour toutes les professions. Alors c'est ça qui est assez curieux, c'est que les gens ont tendance à le nier pour tout ce qui est archéologie, sciences en général, mais par contre il ne leur viendrait jamais à l'idée de côtoyer un artisan ou un boulanger ou n'importe quoi, d'aller leur dire droit dans les yeux, je vais vous apprendre votre métier même si j'y connais rien. Ça, il y a vraiment une perception assez différente comme ça des professions intellectuelles où les gens se disent finalement n'importe qui peut le faire. Enfin c'est assez curieux, quoi.
Bah non, enfin, on a un apprentissage, on a des connaissances à acquérir, comme dans toute profession, et puis voilà, chacun est expert dans son domaine, quoi. Faut respecter ça. Oui, c'est clair. Il y a même une tendance, sur, tu sais, peut-être une pensée un peu rudimentaire qui dit bon bah un travail manuel c'est un travail manuel, tu fais ça, il se passe ça. Après il y a les sciences dures. 1 + 1 = 2, point, il n'y a pas à discuter. Et puis après, tu as les sciences sociales, humaines, où là, on dit « Ah non, mais là, c'est pas pareil, c'est sujet à interprétation, chacun a son truc. » Il y a tout un champ, en fait, de la recherche qui est un peu mis de côté, en disant bah, « Ça, c'est plus de l'opinion que de la science. » quoi. Voilà, ça c'est intéressant aussi, ce que tu dis, parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup d'interprétations, en fait, dans les sciences, parce qu'on a des connaissances solides, et ça, faut pas l'oublier. Ça, les gens ont tendance à tout balayer, mais on a un lot de connaissances solides, et avec ces connaissances solides, on essaie de boucher les trous, on essaie de comprendre ce qui n'est pas documenté. Et là, on fait des interprétations, on émet des hypothèses, on dresse des théories. Mais tout ça est respectueux de cet état de connaissance solide qui est établi à la base, au départ. On peut pas s'amuser à donner une opinion sans connaissance de cause. Un avis doit être éclairé. Voilà. C'est le b.a.-ba en fait. Mais ça, alors c'est commode de l'oublier en fait. C'est commode de se dire bah, ça je le sais pas et je préfère. Alors le truc c'est que on est face aussi à des gens qui émettent des théories, qui émettent des opinions, voilà, et qui ont beaucoup de succès sur la toile. Et donc c'est ce succès en fait qui leur donne l'impression d'avoir raison. On a un peu tendance à considérer que finalement c'est un peu comme un vote démocratique, la vérité scientifique, etc. C'est-à-dire que moi je vais inventer quelque chose. Alors on peut parler de mensonge, on peut parler de théorie, on peut parler de n'importe quoi. Si j'invente une idée et que je veux l'imposer, et que je me rends compte en fait qu'il y a un public qui est vraiment séduit par cette idée et qui me défend, bah c'est que finalement c'est peut-être que j'ai raison. C'est-à-dire que même si j'étais pas très convaincu à la base, le succès de ma théorie va me conforter dans mon idée et va me donner cette fausse impression que je suis dans le vrai. Et donc finalement, on a comme ça un cercle vicieux qui se nourrit et on a des théoriciens qui auraient pu peut-être à un moment donné se corriger ou entendre ce qu'on avait à leur opposer, mais ils sont un peu prisonniers aussi de ce succès qui est dur après à abandonner, quoi. Enfin, aller dire après à toute une communauté que vous vous êtes trompé, c'est compliqué aussi. Il y a aussi une psychologie qui se met en marche comme ça. Oui, ça me fait penser à un élu dernièrement qui avait dit que un bon film, ça se mesure au nombre d'entrées que ça fait en salle. et donc là, tu te dis pas trop. C'est comme la musique, quoi. C'est pareil. Ouais. On met sur un piédestal le succès, en fait, le succès chiffré aujourd'hui. Et tout ce qui compte, c'est d'avoir du succès, c'est de faire du chiffre. Alors c'est paradoxal parce qu'on a tendance à critiquer justement cette politique du chiffre que certains gouvernements adorent, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde ne sait que fonctionner comme ça. Et bon. Voilà. Et alors justement, quand on pense à l'Égypte ancienne, donc et à ces nombreux clichés, encore une fois, on tease depuis tout à l'heure, mais on va en parler promis dans 2-3 minutes. On y arrive. Parmi tous ces clichés, moi j'ai l'impression que sur les différentes périodes historiques, l'Égypte, c'est peut-être celle où il y a le plus de clichés, j'en sais rien. Il n'y a pas ce sentiment quand même que l'Égypte, c'est un peu la reine des clichés historiques? L'Égypte ancienne, c'est le chaudron magique quand même. Là, on peut y puiser tout un tas d'informations et d'arguments qui vont être utiles justement à toutes les théories alternatives qui englobent un peu les sciences en général. Mais ça, en fait, il y a une vieille tradition avec l'Égypte ancienne. C'est que il y a une tradition ésotérique en fait qui est liée à l'Égypte ancienne. Donc c'est ce qui fait que tout ce qui est ésotérique est fortement lié à ça, à ce sujet-là. On a l'hermétisme qui est originaire de l'Égypte, hein. Donc l'hermétisme avec Hermès, etc. L'Hermès Trismégiste, c'est une sorte, voilà, bon, c'est tout ce qui est alchimie aussi qui découle de ça. On a toute une tradition qui a plus de 2500 ans en fait, et on a l'ésotérisme qui est lié à l'Égypte ancienne, mais en même temps, on a l'Égypte ancienne aussi qui nous a fourni des monuments qui sont incomparables. Quand on parle des pyramides, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus majestueux dans tout le monde archéologique. Donc forcément,
on aime bien les premiers de la classe, enfin les premiers, ceux qui arrivent en tête de peloton, etc. C'est Jean-Pierre Adam qui avait cette formule-là. Donc la pyramide de Khéops, elle a tous les records. Donc il est naturel qu'on se serve de ce monument pour alimenter les théories, les plus fantasques. Et c'est logique, parce que c'est vrai qu'elle pose beaucoup de questions, cette pyramide, comme les autres pyramides d'ailleurs. On a des blocs immenses, voilà, et on a tendance à réduire le sujet, à réduire les problèmes, tous les problèmes qu'elle pose à une impossibilité. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait en fait comment, grosso modo, on sait comment elle a été construite. Alors là, je m'avance peut-être, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est pareil, on stéréotype tout, on simplifie les sujets. Quand les égyptologues au XXe siècle ont eu l'habitude de dire bon, c'est un mystère, on ne sait pas comment la grande pyramide a été construite, ils voulaient pas vraiment dire ça. En gros, ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'on ne savait pas tout. Mais cette phrase, le mystère est devenu total en fait, à force de vouloir vendre un peu du rêve avec l'Égypte ancienne, à vouloir attirer les touristes, etc. Et c'est vrai que dans les publications, les documentaires du XXe siècle, on avait tendance à dire bon, on ne sait pas tout, après on ne sait pas et on ne sait rien. Voilà, c'est devenu ça. Et le mystère est devenu total alors qu'en fait on a une documentation énorme qui soit archéologique ou bien textuelle, iconographique, etc. Alors le but maintenant c'est de revenir un peu aux bases, de revenir un peu sur nos pas et de dire bon si on sait quand même des choses et il faut les mettre en avant, c'est ça qui est important. Et alors aujourd'hui on a de plus en plus de théories différentes qui se sont mises sur le devant de la scène, ou alors c'est les mêmes mais elles sont plus diffusées? Ouais, en fait la plupart des théories sont les mêmes. Enfin elles reviennent toujours sur le devant elles sont recyclées en fait, elles sont remises au goût du jour en fonction des médias, des nouveaux médias. C'est vrai que alors le grand succès des théories pseudo-archéologiques, ce premier grand succès, il date des années 60-70, où là, avec Eric van Däniken, qui a disparu d'ailleurs récemment, on a eu une explosion comme ça de vente de bouquins qui prétendaient qu'il y avait une civilisation antédiluvienne à l'origine de toutes les constructions antiques, que les Égyptiens n'étaient pas les responsables de ces constructions, etc., etc. On a parlé d'extraterrestres, de civilisation atlante. Toutes ces théories-là, elles n'ont pas émergé dans les années 60-70, en fait. Elles sont beaucoup plus anciennes. Mais alors, il y a eu une sorte d'explosion comme ça qui a fait que ça a fonctionné tout de suite et que tous ces livres sont vendus par millions. Et après tout ça, ça s'est calmé. Dans les années 80, tout ça s'est calmé. C'était toujours là, hein. Ça marchait toujours bien, mais beaucoup moins bien, parce que comme tout phénomène littéraire ou phénomène cinématographique, il y a des modes, quoi. Et la mode était passée. Et l'apparition d'Internet dans les années 90 a redonné un souffle nouveau à tout ça. Alors ça n'a pas explosé de la même façon, mais en tout cas, ça a permis de donner un nouvel écho aux théories, par exemple de l'électricité dans l'Égypte ancienne, des civilisations atlantes, etc. Moi, je me souviens que quand je fréquentais les sites qui parlaient d'Égypte ancienne dans les années 90, les premières choses sur lesquelles je tombais, c'était l'hélicoptère d'Abydos, toutes ces théories-là. Il y avait très très peu. Enfin, on a toujours un peu un temps de retard dans le monde scientifique, et c'est normal avec les nouveaux médias. Et ça, c'était un nouveau média. Et c'est vrai que les auteurs de théories alternatives, eux, ils s'en emparent tout de suite parce qu'ils voient tout de suite le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Et ils ont tout de suite occupé le terrain. Alors l'hélicoptère d'Abydos, pour ceux qui savent pas, en gros, il y a un hiéroglyphe. Ça ressemble très fort, si on le regarde à un moment donné qu'on veut voir ça, un hélicoptère, et du coup les gars se sont dit mais en fait ils avaient des hélicoptères en Égypte antique et ils s'en servaient, quoi. Tout comme on a des hiéroglyphes qui peuvent ressembler ou être interprétés comme étant une ampoule ou des trucs comme ça. Voilà. Et donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est que en fait l'apparition d'Internet a aussi favorisé le partage des photographies prises par les touristes. Et en fait, les touristes qui allaient en Égypte, qui étaient versés un peu dans la pseudo-archéologie, tout de suite, ils allaient prendre des photos de ces hélicoptères d'Abydos ou autre chose, et puis les partager. Et tout de suite, ça faisait le tour des réseaux sociaux. Donc, il y a eu un engouement assez rapide. Et forcément, depuis, ça s'est jamais stoppé. Et
Ça n'a fait que croître. Et au-delà de ça, il n'y a pas eu... Parce que moi, tu vois, quand j'étais années 90, j'étais gamin / ado. Moi, je me souviens, c'est Stargate, c'est La Momie après, c'est ces trucs-là, quoi. Ouais, et tout ça a paru innocent sur l'instant. On a tous aimé ce type de film. Alors bon, Stargate, j'apprécie pas trop. C'est pas pour le thème, mais bon, je sais pas, j'ai jamais trop accroché. Mais bon... Attendez, mettons fin à cet entretien, s'il vous plaît. Je suis désolé, je peux pas entendre ça. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé Indiana Jones. Et Indiana Jones, je suis désolé, Spielberg, en fait, il se nourrit absolument, mais totalement de pseudo-archéologie. Oui. Et pourtant, j'apprécie. Mais en même temps, on le voit comme on le voyait comme un divertissement. Mais ça a eu un effet pervers quand même, parce qu'au fil du temps, ces idées-là sont un peu imprimés dans les esprits, quoi. C'est-à-dire qu'on est plus nourri par cette pop culture que par les véritables cultures historiques. Et une fois que quelqu'un vient vous dire, bah oui, mais qui vient vous dire, mais vraiment droit dans les yeux et avec assurance que les historiens se trompent et que ces histoires qu'on voit dans les films sont vraies, bah vous avez envie de le croire finalement parce que vous avez été séduit par ces films, vous avez un très bon souvenir de ces films. Et vous avez une tendance naturelle à pencher de ce côté-là, quoi. Et alors, c'est vrai que dans les années 90, il y a eu X-Files aussi, qui a été catastrophique à ce niveau, en termes d'influence, parce que je veux croire. Ça, c'est, entre guillemets, vous voyez, la fameuse photo d'OVNI, je veux croire, I want to believe. Alors moi, ça, c'est un truc qui me choquait à l'époque. Je dis, moi, je veux pas croire, moi, je veux savoir. C'est un truc, ça m'a toujours frappé, ça. Et ça montre bien, en même temps, nos aspirations, quoi. Si vous voulez croire, moi je peux plus rien, quoi. Vous avez le droit de croire d'ailleurs ce que vous voulez. Moi ça c'est pas un problème. Mais à partir de ce moment-là, croyez, mais n'imposez pas vos croyances, quoi. Donc parmi ces idées reçues autour de l'Égypte, on en a parlé un petit peu, mais il y a cette idée que on connaît pas vraiment les techniques de construction utilisées par les Égyptiens. Tu nous as dit que c'était pas vrai, qu'on avait beaucoup d'informations là-dessus. Donc justement, quelles sont les sources qui permettent de travailler sur ce sujet ? Il y a beaucoup de sources en fait. Alors on a des sources textuelles, on a des sources iconographiques, c'est-à-dire des scènes de représentation gravées par les Égyptiens. Alors ça, j'ai toujours trouvé que c'était important justement de se renseigner en premier lieu auprès des Égyptiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il fallait écouter ce qu'ils nous avaient transmis par texte et ce qu'ils nous avaient transmis aussi par scène représentative, iconographique. Et ça, c'est très peu connu finalement. On a toujours tendance à penser, oui, il y a une ou deux scènes, la fameuse scène de l'attraction du colosse de Djeouti-Etep, mais à part ça, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de choses. Et une fois qu'on rassemble tout, on se dit, oui, quand même, quoi. C'est assez solide, c'est vaste, et c'est très varié. Alors, par exemple, on a, si tu veux, je donne quelques exemples. Ah oui, je veux bien. Ouais. Alors, on a la fameuse scène d'attraction du colosse de Djeouti-Etep, qui est une sorte de colosse assis comme ça, alors dont le poids peut être estimé entre 60 et 80 tonnes en albâtre. Beau bébé. Voilà. Et qui est représenté, en fait, posé sur un traîneau en bois et tracté par des fils d'hommes, par 172 hommes, si on les compte, et qui tractent le colosse avec des cordes. Bon, voilà, ça c'est un premier indice qui nous montre quand même comment on pouvait déplacer des masses. Alors, est-ce que ça peut être une scène, on va dire, atypique, qui représente un événement exceptionnel et finalement qui ne prouverait en rien la technique habituelle. Maintenant, en fait, la technique habituelle est représentée plusieurs fois. En fait, si on rassemble toute la documentation, on a énormément de scènes de ce type. Alors, c'est certes la plus impressionnante, mais on en a d'autres. On a d'autres colosses plus petits de l'Ancien Empire qui sont représentés de la même façon, tractés par des hommes avec des cordes. Donc ça, c'est vraiment la méthode traditionnelle. On tracte tout ce qui est très lourd, avec des traîneaux et avec des hommes et des cordes. Voilà, ça c'est. On utilise beaucoup le fleuve et les canaux parce qu'en fait, il faut savoir que l'Égypte ancienne, c'est un pays en fait qui est traversé, qui est quadrillé de canaux. Les Égyptiens étaient et creusaient dans tous les sens pour pouvoir irriguer non seulement la vallée, mais aussi pouvoir transporter bien le produit de leur agriculture, mais aussi tous les matériaux de construction. Et tout ça, c'est bien documenté. Alors, c'est documenté dans les papyrus de Merer qui ont été découverts au Wadi Al-Jarf en 2013 par Pierre Tallet. Donc, on parle bien du transport par bateau de blocs de construction destinés au chantier de la pyramide de Khéops. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. Même si on parle pas de la théorie de construction, on nous dit quand même
d'où ils proviennent, des carrières de Toura, comment ils sont acheminés et où ils vont. Voilà. C'est un journal de bord administratif qui a pour but, en fait, de rendre compte du travail effectué par cette équipe. Voilà. On a le témoignage d'un vizir qui s'appelle Ouni, qui a officié sous Mérenré et le roi Pépi. Et lui, alors il décrit tout. Il décrit beaucoup de choses. Il décrit où ont été construits les bateaux, pourquoi, à quoi vont être destinés les bateaux, c'est-à-dire à déplacer de lourds éléments en granit ou en gréouac pour la pyramide de Mérenré. Alors, il parle du pyramidion, il parle du sarcophage. Alors, le sarcophage qui est toujours dans la pyramide aujourd'hui. Donc, on a un témoignage d'époque qui nous explique que le sarcophage vient de la carrière du Wadi Hammamat, qu'il a été transporté par bateau. Voilà, donc, enfin, tout ça, moi, je trouve vraiment très intéressant tous ces témoignages, en fait, qui peuvent être reliés à un monument qui est toujours existant. Ça, c'est fascinant. Quel élément de preuve plus solide peut-on trouver pour parler des techniques de transport, de construction? Alors, et le cas le plus extraordinaire, c'est le transport de 2 grands obélisques pour la reine Hatshepsut. On a une représentation de la grande barge de transport donc qui a transporté ces obélisques de la carrière d'Assouan à Karnak. Donc cette représentation se situe dans le temple d'Er el-Bahari. Cette barge qui soutient les 2 obélisques, donc qui peuvent être estimés à 320 tonnes chacun, elle est tirée par des bateaux, tractée par des bateaux, alors 3 files de grands bateaux là devant avec des cordes. Alors malheureusement, il y a des détails qui ont disparu parce que la scène a été très abîmée. Donc on ne sait pas trop comment les cordes étaient attachées au bateau, mais bon, on a l'ensemble de la scène. Et on a aussi un texte qui est fragmentaire, mais le texte nous dit d'où viennent les obélisques, comment ils ont été transportés, donc par bateau. Les bateaux ont été construits en bois d'acacia et ils prennent la direction du temple de Karnak. Et l'un de ces 2 obélisques figure toujours debout au temple de Karnak. Ça, c'est extraordinaire. Et en plus, sur la base de cet obélisque, on a une inscription qui nous dit où il a été extrait et combien de temps ça a pris. Ah, c'est incroyable. Quand on met tout bout à bout, en fait, on a l'histoire de l'obélisque, quoi. C'est fantastique. Donc, 7 mois de travail en carrière pour extraire l'obélisque. Oui, donc on le voit, c'est pas les petits aliens. Déjà à l'époque, si on met en place une logistique et des moyens humains, alors ça prend du temps, mais on arrive à construire et à transporter. Alors on y arrive, et il y a un aspect important qu'on souligne pas, et ça c'est la grande scène du temple de Der el-Bahari qui nous montre, c'est que, alors le but, c'est l'objectif en soi, c'est bien de dresser un obélisque au temple de Karnak, mais le moyen, c'est aussi, finalement, il est aussi important que le but atteint. C'est-à-dire que le moyen, c'est-à-dire transporter les obélisques entre Assouan et Karnak avec cette flottille comme ça qui s'étend sur près d'1 kilomètre, eh bien, c'est ce qui permet au peuple égyptien d'être témoin de la grandeur de leur pharaon. Vous pouvez quand même imaginer la flottille avec la grande barge qui soutient les 2 obélisques qui progresse lentement entre 4 et 6 km/h, hein, pas plus. Et tous les habitants rivés sur massés comme ça, rassemblés sur les rives du Nil, qui doivent comme ça applaudir et puis dans un mouvement d'enthousiasme voir la flotte comme ça passer devant eux, ça devait être quand même quelque chose d'assez impressionnant parce qu'eux pouvaient pas aller voir l'obélisque, pouvaient pas aller visiter le temple de Karnak, ils n'en avaient pas les moyens et pas la possibilité. Donc le seul moment où ils pouvaient être témoins de la grandeur de leur pharaon, c'était au moment où la flotte passait devant leur village, par exemple, devant leur région, à travers leur région. Et tous ces projets de construction sont liés à ça, en fait. C'est-à-dire que Assouan est situé à la limite sud du pays. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous remontez après, vous suivez le cours du Nil, eh bien, vous traversez une grande partie du pays. C'est vrai que j'avais jamais pensé au rôle politique que pouvait avoir, ne serait-ce que le transport en fait. Écoute, c'est la première fois que, merci. C'est un outil de propagande en fait. Ouais. Et c'est pour ça en fait que toutes les scènes de transport que l'on connaît, ce sont des scènes où l'accent est mis sur la foule en liesse qui assiste à l'événement. La scène du colosse de Djelti-Etep, c'est ça. Et la scène, elle vous représente pas le moment où on va dresser ou installer le colosse ou l'obélisque en dernier lieu, là où il doit arriver. C'est le moment où on a le transport et on a la foule qui assiste à ça. C'est souvent ça.
Alors, parmi les idées reçues aussi autour de l'Égypte, il y a la construction notamment des pyramides ou d'autres édifices. Il y a ce cliché de l'outillage des Égyptiens qui a pu servir pour tailler la pierre. Parce que on peut lire à droite à gauche, mais à l'époque, en fait, ils n'avaient pas les outillages nécessaires pour tailler correctement ces blocs de pierre. Pourquoi qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? En fait, on sait très bien comment ils faisaient, on le sait depuis très longtemps. Le problème, c'est que on a du mal à admettre, on a du mal à se souvenir, en fait, parce qu'on a oublié ce dont on est capable avec des moyens rudimentaires. Il faut quand même se dire que la technologie égyptienne, la technologie de construction, de taille de statues, etc., elle est quasiment la même que celle qu'on connaissait au XVIIIe siècle. Mis à part, bien sûr, le matériau, le fer, alors le fer était connu en Égypte ancienne, malgré tout ce qu'on peut dire, mais il n'était pas généralisé du tout, il maîtrisait pas du tout, la conception du fer. Ils ont dû attendre très longtemps avant de pouvoir l'utiliser. Mais il n'y a pas plus de mystère dans la taille d'une statue égyptienne que dans la taille d'une statue de Michel-Ange. Michel-Ange avait des outils rudimentaires. En fait, quand on y pense, ça reste, je simplifie, mais ça reste le burin, le marteau, quoi. Et bien sûr, après, on a différents outils plus ou moins précis, etc., de différentes formes, mais ça reste ça. C'est par percussion, on arrive à la forme qu'on veut. Et pourtant, on remet pas en question le travail de Michel-Ange. On va pas dire Michel-Ange, non, c'est pas possible. Il y avait des outils trop rudimentaires. Il y avait sûrement un extraterrestre qui l'aidait, quoi. C'est de l'impression 3D. Ouais, non, mais après, il y a un moment, il faut se dire, bon, l'artisanat, enfin, le travail d'artisan, le geste aussi, ça, ce sont des choses qui s'apprennent, c'est l'expérience. Et moi, je suis pas sculpteur, mais il y a beaucoup de sculpteurs qui pourront témoigner. Alors, il y en a qui témoigneront que c'est impossible. Alors, bon, après, on va en parler. Mais la plupart des sculpteurs savent que voilà, c'est l'expérience et c'est l'apprentissage qui fait qu'on arrive à tailler une statue, qu'on arrive à tailler un bloc, etc. Maintenant, la question, alors que certains sculpteurs vont mettre en avant, enfin le problème, c'est que oui, alors à l'époque, ils n'avaient que le cuivre. Alors ils avaient un cuivre arsenifié, c'est-à-dire que c'était un cuivre quand même plus résistant que le cuivre de base. Et on a fait des expériences avec ce cuivre. Il y a quand même du travail qui a été fait. C'est pas, on dit pas que on n'élude pas un problème, quoi. C'est qu'il y a eu l'archéologie expérimentale. Et l'archéologie expérimentale montre qu'on y arrive. Alors, le problème, c'est que c'est très gourmand en cuivre, parce que le burin, je vais appeler ça le burin. Le burin en cuivre, en fait, il s'use très vite. Donc, il faut retravailler. Et, à partir du moment où vous retravaillez régulièrement votre burin, voilà, vous arrivez à entamer le granit. Mais le granit, c'est sûr que on taillait pas un bloc de granit sur une journée. Et ça, c'est pareil, ce rapport au temps et au temps mis pour exécuter un travail, on l'a oublié aussi. C'est-à-dire que à l'époque, même pour sculpter un vase, faut savoir qu'on pouvait avoir un artisan qui travaillait sur un vase 1 an, 2 ans, ça le gênait pas, quoi. C'était un chef-d'œuvre pour lui. C'était son chef-d'œuvre. La notion de chef-d'œuvre aussi, c'est important aussi chez les compagnons, par exemple, ils pourront en témoigner. Un sculpteur va... En fait, le temps mis à produire un objet, c'est ce qui donne sa valeur. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Faut pas croire, hein. Vous achetez un objet qui est très raffiné, qui est très bien travaillé, que ce soit une figurine, que ce soit un bijou, n'importe quoi. Le prix va être en fonction, pas forcément alors, si c'est en or, forcément en fonction du matériau, mais si c'est pas en or, c'est en fonction du travail que ça a demandé. Et ça a toujours été le cas. Alors, si vous avez un vase, par exemple, je prends l'exemple des vases, parce que les vases, c'est très important au début de l'histoire égyptienne. C'est comme ça qu'on a appris à tailler la pierre. Si vous avez un vase qui a mis 1 an à être taillé, ça va être un objet d'apparat exceptionnel pour un dignitaire, pour un noble, pour un pharaon. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a des vases qui se retrouvent en nombre dans les mastabas, dans la première pyramide de Djoser. On a une quantité incroyable de vases parce que c'était un trésor. C'était vraiment la production. C'était ce que les Égyptiens avaient produit de mieux. Voilà. Le vase en pierre dure était vraiment l'objet d'apparat par excellence. On témoignait sa classe sociale avec ça. C'est-à-dire que si vous étiez en capacité d'avoir de tels objets chez vous, c'est que forcément vous étiez quelqu'un d'important. C'est pour ça que ça accompagnait aussi le défunt, en fait, le noble jusque dans la mort, hein, dans les mastabas. Alors le fameux disque de Sabou, par exemple, qui est un disque mais extrêmement fin, comme ça,
qui a été taillé, alors on dirait une sorte de feuille recourbée, hein, qui se trouve au musée du Caire, qui a été trouvé cassé. Et ce disque de Sabou fait naître tout un tas de théories parce que beaucoup de gens disent non, mais c'est impossible à produire. Et moi, je rappelle ça dans mon livre. Hein. Je dis mais attention, le disque de Sabou, c'est le seul vase qu'on a retrouvé dans cette tombe, une tombe magnifique d'ailleurs, hein, richement décorée d'un dignitaire égyptien. Pour lui, c'était l'objet qui avait le plus de valeur à ses yeux, certainement. Ça a été un chef-d'œuvre qui a dû demander peut-être des années de travail. C'est pas quelque chose qu'on a produit comme ça à la légère, quoi. Et ça, il faut garder ça en tête, quoi. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ces techniques-là, en fait, jusqu'au 19e siècle, finalement, elles étaient les mêmes. Et c'est que après, l'apparition de nouvelles technologies, de l'industrie, de nouvelles techniques, tout ça, ça nous a fait oublier les techniques traditionnelles. Et on ne voit tout qu'à travers le prisme de notre quotidien imprégné de technologie. Et c'est pour ça que les gens qui ont tendance à refuser l'explication d'outils traditionnels, c'est parce qu'ils sont trop en fait ancrés dans la technologie de notre époque. Ils ne savent plus comprendre le monde antique parce qu'en fait, pour eux, le monde est forcément devait ressembler à celui que nous connaissons aujourd'hui. Il faut vraiment se détacher de ça, quoi. Et alors, tout à l'heure, on parlait très rapidement des évolutions architecturales du début de cette civilisation jusqu'à la fin. Il y a eu une évolution des techniques aussi, ça, on a des preuves de ça? Alors, de la période archaïque jusqu'au Nouvel Empire, les techniques ont très peu évolué. Alors, il faut savoir qu'à partir d'un moment, le bronze apparaît, et le bronze est plus dur que le cuivre, et donc là, forcément, ça facilite la taille des matériaux les plus durs. Mais en termes de technique de construction, on a des zones d'ombre. Mais par exemple, on parlait de transport tout à l'heure. Le transport par traîneau, c'est des premières pyramides jusqu'aux obélisques du Nouvel Empire, même au sarcophage du Sérapéum du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Et tous ces lourds éléments-là, on les transportait sur traîneau. Voilà. Et il faut savoir que même même au temps des Romains, je pense que en Égypte ancienne, on privilégiait toujours cette technique parce que forcément, on peut pas transporter des éléments de plusieurs milliers de tonnes ou plusieurs centaines de tonnes sur des essieux, sur des rouleaux qui pourraient être écrasés. En fait, ils subiraient un écrasement, donc c'est pas possible. Ça reste la méthode la plus efficace et la seule même en fait de transporter de très lourds éléments. Là, je parle en matière de transport. En matière de technique de taille, c'est toujours la même chose finalement. Alors, j'ai parlé d'outils en cuivre, mais j'ai aussi oublié de mentionner les percuteurs en dolérite. Donc, les percuteurs en pierre, qui étaient en dolérite, donc qui se trouvaient aussi à Assouan, et qui permettaient par percussion, comme ça, on faisait tomber sur la pierre, sur le granit ou le quartzite, et par compression, en fait, ça faisait éclater, ça réduisait la pierre en poudre. Alors, c'était très lent comme travail aussi, mais comme je disais, tout était très lent à l'époque. Et donc, ça permettait d'aplanir le granit ou de détacher de gros éléments en carrière. On a des traces d'ailleurs de l'usage de boules de dolérite dans la carrière d'Assouan. On voit un grand obélisque inachevé. Et tout autour, en fait, on a des cavités comme ça, avec des formes un peu rondes, de vagues, comme ça, c'est assez doux. Hein. Et ça, en fait, ce sont des traces caractéristiques de l'usage de boules de dolérite. La pyramide de Khéops a livré une boule de dolérite au 19e siècle, qui avait été, en fait, abandonnée ou perdue par les ouvriers, qui avait été retrouvée dans un des conduits de ventilation de la chambre de la reine. Et ce conduit de ventilation a été scellé à l'époque de la construction, c'est-à-dire qu'on a retrouvé vraiment l'outil, une boule de dolérite qui permettait de mettre en forme les blocs de granit qu'on retrouve dans la pyramide de Khéops, mais qui a été abandonné à l'époque. Ça a été abandonné comme dans une capsule temporelle finalement. On a découvert ce conduit de ventilation au 19e siècle, on l'a ouvert et on a trouvé la boule de dolérite. On peut pas nier que cette boule de dolérite est d'époque et qu'elle a été utilisée justement pour la construction de la Grande Pyramide. Alors justement sur ces constructions des pyramides, mais des constructions égyptiennes en général, à partir de quand on a commencé à s'y intéresser? Alors il y a des légendes qui sont apparues au premier millénaire de notre ère. À partir du moment où on a plus su lire les hiéroglyphes, où l'histoire de l'Égypte a été oubliée, il y a des légendes qui se sont formées, et ces légendes en fait se forment sur cette interrogation qu'on se pose. Alors que les gens qui étaient témoins, qui voyaient les pyramides pour la première fois, ou même les habitants qui avaient oublié leur histoire, forcément ils se posaient des questions. Et donc pour répondre à ces questions, on élaborait des légendes, on dressait des récits, etc. C'était une manière finalement d'y répondre. Alors on parlait de civilisation antédiluvienne, de tout un tas de théories plus ou moins fantasques.
mais qui était naturel puisqu'on savait pas. Et après, quand les auteurs se sont vraiment penchés sur la question en essayant de se documenter avec les témoignages historiques, les premiers auteurs antiques sur lesquels ils s'appuyaient, c'était Diodore de Sicile, c'était Hérodote. Donc Hérodote au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui lui est le premier en fait à avoir évoqué la pyramide de Khéops en tant que touriste et avoir interrogé les prêtres égyptiens de son époque sur sa méthode de construction. Donc, alors, on peut parler de théorie ou moi je dirais plutôt de témoignage, et ce qui ne veut pas dire que le témoignage est vrai, parce qu'en fait on a des prêtres qui lui parlent de quelque chose qui s'est déroulé 2000 ans avant, donc on ne sait pas s'ils étaient vraiment bien renseignés, mais en tout cas ces prêtres lui donnent des informations sur la technique de construction. C'est là toute première fois en fait où quelqu'un s'interroge et il obtient des informations. Diodore de Sicile en parle aussi, et tous les deux d'ailleurs ne sont pas d'accord, ce qui est assez rigolo parce que on se dirait, tiens, finalement, c'est vrai que si les prêtres égyptiens avaient raison, cette histoire se retrouverait chez tous les auteurs, mais non, en fait. Et donc, Hérodote lui parle de petites machines de bois qui permettaient d'élever les blocs d'assise en assise, puis on terminait la pyramide du haut vers le bas. Alors, c'est assez flou, et du coup, comme c'est assez flou, il y a des auteurs qui se servent de ça et qui élaborent une théorie. On a plein de théories différentes comme ça, et chacun est persuadé en fait d'avoir trouvé la bonne interprétation. Ce qui montre bien que finalement tout n'est que question d'interprétation chez Hérodote, puisque c'est suffisamment flou pour qu'on en fasse ce qu'on veut. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fond de vérité, bien sûr, mais c'est trop flou, c'est trop vague. Alors, les auteurs, les voyageurs et les chercheurs des 16e et 17e siècles, eux, ont commencé à s'intéresser à la question en Occident. Et donc, en parlant de la construction, tout ce qu'ils n'avaient comme information, c'était Hérodote et Diodore de Sicile. Donc, à chaque fois, jusqu'au XVIIIe siècle, on retrouve sans cesse cette évocation de la construction de la pyramide de Khéops à partir des témoignages de Hérodote et Diodore de Sicile. Et Diodore de Sicile, lui, parle d'une rampe. Hérodote n'en parle pas, mais Diodore de Sicile, lui, parle d'une gigantesque rampe. Et à partir du XIXe siècle, alors là, l'égyptologie apparaît, et puis nos connaissances s'établissent au sujet de la civilisation égyptienne, et on commence à recueillir des données archéologiques, des données textuelles, etc., qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'informations. On va se concentrer un peu sur donc des constructions. Il y en a beaucoup. On va essayer de revenir dans cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire. Il nous reste une heure et on va parler des forteresses, des constructions, des palais. Mais là, je te propose un petit focus sur les pyramides qu'on a commencé à aborder. Il y a beaucoup de clichés de fake news à propos des pyramides. C'est quoi une pyramide ? Alors une pyramide, alors déjà, premièrement, géométriquement, c'est un objet à 4 faces triangulaires posées sur une base carrée. Donc en gros, on a 5 faces. Ça, voilà. La géométrie, c'est ça. Il faut savoir que le mot pyramide vient justement de la désignation d'une pyramide égyptienne. Donc cette forme géométrique-là, la pyramide, c'est l'objet à 5 faces. Une pyramide n'a pas toujours été à face triangulaire. Elle a commencé d'abord par la pyramide à degrés, une sorte en marche d'escalier comme ça, qui diminue plus on s'élève vers le haut. Et la toute première pyramide, c'est la pyramide de Djoser à Saqqara. Voilà, on est aux alentours de 2600 avant Jésus-Christ. J'imagine que du coup, ces pyramides, si on les fait avec cette forme-là, c'est parce que c'est peut-être le plus simple à faire. Oui, selon la fameuse blague où plus on s'élève et moins il y a de travail à fournir, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors oui, et puis au terme du comportement des structures, c'est vrai que construire une pyramide, finalement, c'est une manière de construire des murs très inclinés qui se rejoignent vers le haut, quoi. C'est tout. Cette masse a tendance à venir s'appuyer vers un tronc central, ce qui fait qu'on a quelque chose de très stable. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus stable chez les pyramides à degrés, puisque une pyramide à degrés, c'est bâti avec des pierres en assises inclinées comme ça, et inclinées vers le centre, des 4 côtés. Donc c'est des sortes de contreforts qui s'appuient les uns contre les autres. Donc là, il n'y a aucun risque en cas de tremblement de terre qu'une pierre ne s'évade vers l'extérieur. C'est impossible. Il n'y a pas plus stable qu'une pyramide à degrés, en fait. Mais le problème, c'est que la pyramide à degrés, en ayant des assises inclinées comme ça, pour aller venir acheminer les blocs et puis les poser comme ça, en assises inclinées, en plus par tranches, c'est des tranches en pelure d'oignon comme ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment plein de décrochements. Ça a dû être très, très, très compliqué à construire. Et
Et à un moment, on a voulu construire un plus gros bloc. Et donc, si on veut utiliser des plus gros blocs, par exemple, qui pèsent plusieurs tonnes, voire plusieurs dizaines de tonnes, il n'est plus question de construire en assises inclinées comme ça, parce qu'on ne saura pas les positionner, les blocs, on ne saura pas les acheminer comme ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on construit des assises horizontales. Et consécutivement à ça, les pyramides ne sont plus à degrés, mais à face lisse. C'est-à-dire que l'apparition des assises horizontales est vraiment concomitante à l'apparition des pyramides à face lisse. Donc là, on est sous le règne de Snéfrou, c'est le père de Khéops. C'est lui, en fait, c'est sous son règne qu'apparaît la pyramide à face lisse, la véritable pyramide. Et alors, cette première pyramide, tu allais nous en parler? Alors, c'est intéressant, la première pyramide, parce que non seulement c'est la plus ancienne, la première, alors la plus ancienne en Égypte, hein. Je tiens à le préciser, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises en Amérique du Sud. On a toujours eu tendance à dire les Égyptiens ont inventé la première pyramide. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, maintenant, on a des structures pyramidales comme ça qui sont très anciennes, quasiment contemporaines des premières pyramides égyptiennes. En tout cas, c'est la pyramide à degrés de Djoser, c'est la première pyramide en pierre de taille. C'est le premier monument en pierre de taille égyptien. Voilà. Alors, traditionnellement, on dit que c'est son architecte Imhotep qui en est l'inventeur. C'est fort possible, puisqu'en fait, sa mémoire a été honorée comme ça durant toute l'histoire égyptienne, comme étant l'inventeur de la technique de pierre de taille à cette échelle. Voilà. C'est-à-dire qu'on utilisait déjà des pierres de taille avant, mais pas à cette échelle-là. C'est la première fois qu'on construit un monument entièrement en pierre. Et ça, vraiment, c'est pour, suivant l'expression égyptienne, durer des millions d'années. Pour eux, dans leur esprit, construire en pierre, c'est vraiment un gage d'éternité. Et donc, pour qu'un pharaon puisse avoir sa momie préservée pour l'éternité, il était nécessaire d'avoir à un moment donné une pyramide en pierre, enfin un monument en pierre. Et d'ailleurs, je vais préciser une chose là-dessus, c'est que elle est vraiment intéressante, cette histoire d'éternité chez les anciens Égyptiens, parce qu'en fait, le mort, il est toujours le pharaon de son vivant est toujours stressé par le fait que un jour, possiblement, sa pyramide soit dépouillée, soit détruite. Parce qu'en fait, il faut absolument, pour qu'un esprit soit vivant, pour qu'il reste vivant, que la momie perdure. Il faut qu'elle soit préservée. Parce qu'en fait, l'esprit revient tous les jours dans la momie, dans le corps. L'esprit ne peut jamais s'en évader indéfiniment, il est obligé d'y revenir tous les jours et de se nourrir en fait des offrandes qu'on lui donne. Il y a une sorte de lien comme ça qui s'est tissé entre... Alors je ne sais pas quel est le calcul exact quel a été le calcul des prêtres, mais en tout cas, les prêtres ont su faire en sorte que leur religion les rende indispensables. Ouais. Et du coup, c'est vrai que il est important d'avoir un service d'offrande qui est effectué tous les jours. Et c'est d'autant plus important que ce sont les prêtres qui se rétribuent avec les offrandes. C'est pas désintéressé quand même. Mais bon. Et que la momie soit toujours préservée, éternelle en gros. Et si un jour la momie est détruite, c'est-à-dire que son esprit sera détruit, son esprit errera dans le néant. Donc il y a toujours vraiment une sorte d'angoisse. Et c'est pour ça aussi que les pyramides doivent être protégées. Il y a des systèmes de protection très élaborés, parce que la pyramide doit à tout prix empêcher les pilleurs d'entrer. Il faut que la momie soit intacte, soit préservée pour l'éternité. Oui, donc là, tu le dis, la fonction première d'une pyramide, c'est un monument funéraire. Alors, c'est vrai, j'aurais dû commencer par là. Oui, alors c'est un monument funéraire et c'est pas, on dit pas ça par tradition, on dit pas ça parce que on n'a pas envie d'admettre autre chose. C'est que toutes les pyramides sont situées dans des cimetières, dans des nécropoles où il n'y a que des tombes autour. Hein. Donc, ce sont les plus grandes tombes parce que finalement, le pharaon, il a imposé aussi son statut même dans la mort. C'est-à-dire que je suis le pharaon, je suis le personnage le plus important, le personnage autour duquel la société fonctionne. Donc, la pyramide doit représenter le statut du propriétaire. Et on a des temples funéraires qui sont accolés à ces pyramides. Et ces temples funéraires fonctionnent. Ils ont une fonction en fait de dépôt d'offrandes. C'est-à-dire que les prêtres doivent y travailler tous les jours pour pouvoir déposer des offrandes et nourrir le cas du défunt. En gros, le défunt, il a deux types d'esprit. Je simplifie, le bas et le cas. Le bas, c'est un peu notre esprit à nous, tel qu'on le conçoit. Et le cas, c'est un esprit en fait qui est commun. C'est l'originalité aussi de la pensée égyptienne. C'est un esprit qui est commun à la société, au corps social. Et ce cas doit agir suivant les usages et la morale.
Et ce Ka doit être revivifié, nourri constamment. Voilà. Donc, on adresse des offrandes au Ka tous les jours. Et ça, on l'invente pas. On a des textes qui nous décrivent tout ça. Et on a des archives qu'on a retrouvées dans un temple de pyramide à Abouzir. Et ces archives, elles sont très complètes, elles ont été traduites. Et elles nous détaillent toutes les activités des prêtres qui doivent déposer des offrandes, et exécuter aussi des rituels autour de la pyramide. On encense la base de la pyramide régulièrement avec de l'eau purifiée, etc. Tout ça est décrit, hein, c'est pas inventé, hein, on n'a pas de doute là-dessus. C'est autour, ils rentrent pas à l'intérieur, parce que tu nous as dit, du coup le corps est protégé en fait. Alors tout de suite, effectivement, moi en tête j'ai Indiana Jones et la momie, et du coup je me dis comment. Voilà, le but vraiment, c'est que la pyramide soit une sorte de coffre-fort dans lequel on ne peut pas pénétrer. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes de protection très élaborés. Il faut pouvoir, le jour des funérailles, y entrer et puis déposer tout ce qu'on veut, donc la momie, le corps du défunt et son trésor funéraire. Et après, une fois sorti, il faut pouvoir faire en sorte que vraiment, mais alors, si quelqu'un veut y rentrer, il ait de très gros moyens et soit très motivé. Ce qui doit être impossible dans le cadre d'un fonctionnement normal d'une société qui va bien. Voilà. Donc, en gros, on met en place des systèmes de fermeture avec des blocs coulissants, des blocs de granit, des blocs de plusieurs tonnes qu'on ne peut pas soulever ou qu'on ne peut pas percer, à moins que vraiment il y ait eu, un effondrement de la société. Mais ça, on ne pouvait pas l'envisager. Voilà. Ça s'est fait. Ça a existé, bien sûr. Mais le pharaon, à partir du moment où il savait qu'il pouvait reposer sur une nécropole qui était surveillée, sous surveillance, et puis qu'il y avait un corps de prêtre qui travaillait régulièrement, il n'avait plus aucun souci à se faire, la pyramide était scellée et son corps était préservé. Donc ça, c'était vraiment important. Donc les prêtres, eux, n'avaient accès qu'aux alentours de la pyramide, en bas, et au temple funéraire. Et alors donc ces protections, c'est surtout des obstacles, des entraves comme ça, ou c'est les trucs plus exotiques comme on voit dans les films, parfois la lance qui part, l'acide sous pression. Oui, alors c'est vrai que il y avait un film, un péplum comme ça, mais qui est un classique et moi qui m'a fait rêver quand j'étais petit. C'était La Terre des pharaons, un film de Howard Hawks qui était plus spécialisé un peu plus dans les thrillers et puis les westerns. Mais je conseille tout le monde de voir parce qu'il est vraiment impressionnant. Hein. C'est du grand spectacle. Et ce film, en fait, raconte la construction de la pyramide de Khéops, à la sauce hollywoodienne, bien sûr. Et donc, dans ce film, on a des pièges, on a des fosses à pieux, etc. Et tout ça, non. Alors, le piège n'existe pas dans une tombe égyptienne. Cette notion-là n'existe pas. Parce que le piège voudrait dire justement qu'on admet que des voleurs vont entrer. Mais non, mais en fait, le but, c'est justement de les empêcher de rentrer. À partir du moment où on est assuré qu'ils vont pas rentrer, on n'a rien d'autre à prévoir. Voilà, le but, c'est vraiment de clore, de sceller les passages. On a des dispositifs très sophistiqués. Hein. Alors, c'est sûr que c'est moins impressionnant qu'un Indiana Jones qui s'évade dans un couloir qui est obligé d'éviter des pièges. C'est décevant quand on le sait, en vrai. Mais franchement, il y a des choses qui sont... Je prendrais, pour exemple, là, au Moyen-Empire, on a vraiment l'apogée de ce type de technique, parce qu'on a des petites pyramides qui sont très abîmées maintenant. Mais alors, les appartements funéraires, ce sont des merveilles d'ingénierie. C'est beaucoup plus élaboré que sous l'Ancien Empire, sous le règne de Khéops, par exemple. Vous avez des pyramides où on n'a plus de chambre funéraire. La chambre funéraire est remplacée par une immense cuve monolithique dans laquelle on a creusé un espace pour pouvoir y déposer le sarcophage et le trésor funéraire. Ces cuves peuvent peser 200 tonnes. Et ces cuves, elles sont couvertes de linteaux d'une cinquantaine de tonnes chacun. Et il y en a un qui est laissé en suspens, justement pour pouvoir à un moment donné introduire le corps et puis le trésor funéraire. Et une fois les funérailles achevées, eh bien ce linteau en fait était posé sur des piles provisoires sur les côtés. Et ces piles, elles étaient elles-mêmes posées sur des sur des cavités remplies de sable. Et il suffisait en fait de casser des poteries sur les côtés pour que le sable s'écoule et que le linteau vienne s'abaisser comme ça automatiquement. Alors ça, on a quand même là une scène limite de film hollywoodien. Ça a été repris d'ailleurs dans La Terre des pharaons, cette technique. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Alors une fois que le linteau était abaissé, le coffre-fort entre guillemets était définitivement scellé. Voilà, on a des techniques comme ça qui sont vraiment très impressionnantes. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai quand on pense pyramide, tout de suite c'est les pyramides de Gizeh parce que c'est les plus grosses, c'est les plus voilà. Mais en réalité donc il y a pas qu'elles qui existent, il y en a plein des pyramides.
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la pyramide de Khéops, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a à Giza déjà, on a Khéops, Képhren, Mykérinos. On a les pyramides de Rennes. On a 3 pyramides de Rennes et Mykérinos, des pyramides satellites, 3 pyramides de Rennes et Khéops. Déjà, on en a beaucoup plus que 3. Et on est à Giza. Mais si on s'éloigne de Giza, on a Saqqara. On a la pyramide à degrés de Djoser, on a la pyramide d'Ounas, première pyramide d'Atex, on a d'autres pyramides. On a Abouzir, les pyramides des rois de la 5e dynastie. On a le site de Dachour, là où on trouve les 2 grandes pyramides, 2 des 3 grandes pyramides du père de Khéops, Snefrou. Le site de Licht, site de Médoum, Awara, Abu Rawash. On a vraiment des pyramides. Alors pour l'Ancien et le Moyen Empire, vraiment, on a toutes les pyramides qui sont concentrées dans cette zone comme ça entre le Fayoum et la région du Caire. Et au Nouvel Empire, on a des petites pyramides qui cette fois commencent à être bâties pour des privés. Voilà. Jusqu'à la fin du Moyen Empire, donc on a, je vais pas dire de bêtises, on a 1200 ans d'histoire où vraiment la pyramide royale règne en maître. Et après ça, au Nouvel Empire, eh bien la pyramide n'est plus la prérogative du roi ou d'une reine. C'est devenu en fait plutôt même un objet privé. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des artisans, on a des dignitaires près de la vallée des rois qui se font bâtir une toute petite pyramide. Les rois, eux, en revanche, dans la vallée des rois, se font bâtir de grandes tombes creusées dont le but en fait est d'être indétectable à la base de la montagne de la vallée des rois. Ouais, c'est une autre façon d'envisager la protection, quoi. C'est plutôt que d'être un gros tank imprenable, là on se dissimule, on se la joue ninja et on va sous le sable, quoi. En fait, on s'est rendu compte qu'une pyramide, finalement, c'était une grosse flèche pointée dans le ciel et se disant le trésor est là. C'est vraiment une flèche à l'envers, quoi. Et non seulement c'était très coûteux, ça demandait vraiment un déploiement de ressources colossales, et ça aussi, les pharaons n'étaient peut-être plus forcément en mesure, à un moment donné, de le faire. Savoir que les conditions de l'Ancien Empire, on ne les retrouve plus après. C'est vraiment le pouvoir absolu du pharaon avec des ressources qui sont concentrées comme ça, à un seul objectif, durant tout le règne, c'est de construire la pyramide du souverain. C'est plus possible à un moment donné. Donc, et on s'est rendu compte en plus après que ces pyramides avaient toutes été violées. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État s'écroule, où il n'y a plus de surveillance dans les nécropoles, les gens, ils ont tout le temps nécessaire, ils prennent les moyens, ils y restent plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis ils creusent, ils tapent dans la pierre, et puis ils arrivent à leur fin, quoi. Donc ça, les Égyptiens sont traumatisés par ces périodes-là, et chercheront toujours un moyen justement de parer à ces événements-là, parce qu'ils redoutent après que ça se reproduise. Voilà. Ce qui expliquait aussi les systèmes de condamnation beaucoup plus sophistiqués du Moyen Empire. Et après, on s'est rendu compte que finalement, même avec des systèmes de protection sophistiqués, à partir du moment où on faisait une pyramide, c'était une flèche, il fallait arrêter de mettre une croix là où il fallait creuser, quoi. Donc les pharaons du Nouvel Empire, c'est vrai que en en creusant dans la vallée des rois un peu au hasard comme ça, des fois à des hauteurs variables, puis en recouvrant l'entrée après de gravats, etc., ils s'assuraient quasiment. Alors, ils pensaient s'assurer. Ils pensaient s'assurer une meilleure protection, mais bon, le problème, c'est qu'on a des ouvriers, des artisans qui travaillent dans ces tombes, qui sont pas assassinés après. Ça, c'est pareil. Des fois, il y a des images comme ça où tous les concepteurs sont assassinés pour dire que le secret sont emportés dans la tombe. Non, ça se faisait pas. Donc, on avait toujours quand même. Il y a des gens qui avaient la connaissance de l'endroit où se trouvait la tombe, et voilà, cette connaissance-là, à mon avis, se monnayait, quoi. Donc, on a beaucoup de témoignages aussi de pillages de tombes du Nouvel Empire, avec des procès d'ailleurs. On a des procès des pilleurs de tombes. Vraiment passionnant tout ça. Oui, les pillages, c'est pas qu'au 19e siècle, c'est déjà à l'époque, il y en avait, quoi. Oui, en fait, des gens qui convoitent les biens d'autrui, il y en a toujours eu, et des gens qui sont aussi dans le besoin, il y en a toujours eu. À partir du moment où les conditions sont réunies, on s'attaque là où se trouve la fortune, quoi. Et alors, tu disais que ça pouvait durer tout un règne. En fait, ça dure combien de temps, la construction d'une pyramide ? Alors, ça dépend de la pyramide. Alors, on va parler de la plus intéressante d'entre elles, la pyramide de Khéops. Alors, il y a beaucoup de débats sur la durée du règne de Khéops. Alors, c'est une question très compliquée. Parce qu'en fait, on a un système de datation à cette époque-là qui n'est pas certain, qu'on ne connaît pas très bien. On sait en fait qu'il faisait des grands recensements dans le royaume, des ressources. Il recensait tout, comme nous on peut le faire en fait, tous les 5-6 ans. Et eux le faisaient tous les 2 ans. Sauf que on s'est rendu compte
qu'on avait des dates à chaque fois de ces recensements, mais qu'on avait aussi des dates, des fois exceptionnellement, qui correspondaient à des recensements qui se faisaient tous les ans. Donc il y a quelque chose qui n'est pas systématique et on sait pas encore avec certitude s'il y a une logique religieuse ou calendaire. Est-ce que ça répond à un calendrier précis, très sophistiqué, ou bien est-ce que ça répond à des conditions extraordinaires? Par exemple, est-ce qu'on a lancé une guerre et ramené beaucoup de ressources et à ce moment-là, il faut faire un recensement précipité? Ce genre de choses. Donc, est-ce que les dates de recensement se font tous les 2 ans et après tous les 1 an, etc.? On ne sait pas trop. Donc, ce qui fait que, par exemple, on sait que Kéops, il y a 14 dates de recensement. Ce qui veut dire, et ça on sait que c'est son 14e recensement, c'est le dernier. On a des documents qui montrent que la fin du règne, ça correspond à ça. Ça veut dire qu'il n'a pas régné plus de 28 ans. Voilà. Puisqu'un recensement se faisait tous les 2 ans. Mais on peut considérer aussi que, comme sous son père Snéfrou, il y a eu des recensements, des fois exceptionnels, précipités, ce qui voudrait dire que la durée du règne a peut-être été plus petite. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu au moins 14 recensements, donc au moins 14 ans, et au plus 28 ans. Donc on peut déjà avoir cet encadrement-là. On sait que Khéops a régné entre 14 et 28 ans, ce qui veut dire que la Grande Pyramide a été construite entre 14 et 28 ans. Ça, c'est une donnée certaine. Maintenant, savoir, affiner cette marge d'incertitude, là, c'est toujours le grand débat actuel. Tout à l'heure, on parlait de l'évolution qu'il y a eu entre ces formes de pyramides à escalier et ensuite des pyramides avec des faces toutes lisses. C'est quoi l'intérêt de passer de l'un à l'autre? Alors, il y a un intérêt sans doute constructif, mais dont on n'est pas sûr, en fait. On n'est pas certain. Et il y a aussi un intérêt peut-être symbolique. Alors, je dis peut-être, là, je me sens obligé de le dire, parce qu'en fait, on n'a que des hypothèses à ce sujet. On n'a pas de documents qui nous expliquent vraiment clairement pourquoi on est passé de ça à ça. Et alors, comme je disais tout à l'heure, moi, mon idée, c'est que la pyramide à degrés est construite en tranches déversées, comme ça, en lits déversés. Donc, ce qui impose en fait d'utiliser des petits blocs, parce que on peut manipuler des lits déversés. On peut manipuler facilement les petits blocs pour les disposer en lits déversés. À partir du moment où on construit de plus grandes pyramides, on veut construire de plus grandes pyramides, je pense qu'on se dit à un moment, il faut construire de plus gros blocs. Voilà. Logistiquement, c'est plus simple parce que ça évite d'avoir à tailler beaucoup plus de pierres. On taille moins en fait de matériaux quand on utilise des gros blocs. Donc on gagne du temps et aussi on se dispense d'artisans spécialisés dans la taille de la pierre. Plus le monument est grand et plus il faut de tailleurs de pierre. Donc plus il faut de gros blocs. Et je pense moi que c'est cette impératif à un moment donné d'utiliser des gros blocs qui a imposé de construire en assise horizontale. Et donc c'est pas à ce moment-là, je pense qu'on s'est dit tiens, on va construire maintenant, c'est plus la peine de construire en degrés, on va construire à face lisse. Alors la forme était peut-être pas obligatoirement imposée par l'usage de gros blocs, mais en tout cas elle est apparue en même temps. Alors on dit que, et ça c'est vrai, une pyramide à face lisse quand elle est recouverte de calcaire fin de Toura et bien retaillée comme ça offre en fait un parement éclatant qui réfléchit vraiment, mais alors parfaitement la lumière du soleil. Donc on lie ce symbolisme-là à la religion solaire qui était en pleine ascension à ce moment-là. Elle s'imposait en fait. Donc on a toujours relié comme ça le parement blanc éclatant des pyramides à face lisse à la religion solaire. Donc ce serait un symbole solaire. Et c'est vrai, quand vous êtes en Égypte en été ou même n'importe quand il fait très beau, que vous regardez une pyramide ou encore un calcaire blanc bien en bon état, par exemple la pyramide rhomboïdale de Dachour, on a du mal à le regarder en face, quoi. Il y a ce symbolisme-là. Après, le symbolisme des escaliers d'une pyramide à degrés, c'est pareil, c'est une hypothèse et qui s'appuie en fait sur les textes des pyramides qui évoquent souvent des escaliers, des marches qui mènent vers le ciel. Voilà. Ça reste des hypothèses. On a évoqué la pyramide de Khéops, et il y a pas mal de théories en particulier sur cette pyramide. Est-ce que tu peux nous les évoquer rapidement et peut-être montrer comment est-ce qu'on peut réfuter ces théories en fonction de ce qu'on sait avec les autres pyramides? Alors, il y a énormément de théories. Alors, c'est vrai que là, on pourrait pas toutes les brosser, mais alors il y en a des plus ou moins fantasques. Celle vraiment qui connaît un succès grandissant et qui est pourtant, mais alors en complet décalage avec l'histoire et la science,
c'est l'idée que la pyramide de Khéops serait une centrale électrique. Alors j'en parle parce que vraiment beaucoup de gens maintenant se persuadent de cette réalité, de cette possibilité. C'est pas du tout une possibilité, ça n'a rien de plausible. Alors c'est Christopher Dunn, un mécanicien anglais qui a inventé ça. Et en fait, son idée, c'était de... Alors lui, il estimait que les Égyptiens étaient dans l'incapacité de tailler la pierre avec des outils rudimentaires. Et donc son hypothèse a été, bon, comme c'était impossible, lui considérait que donc c'est impossible, comme c'est impossible de tailler la pierre avec des outils rudimentaires, ils étaient obligatoirement outillés avec des outils technologiquement très avancés. Donc il a imaginé des outils à ultrasons, etc. Ouais, un peu la logique, quoi. Et mais alors, à partir du moment où les Égyptiens devaient avoir des outils technologiquement très avancés, ils devaient avoir une source d'énergie. Mais cette source d'énergie, cette centrale d'énergie, où elle pouvait se trouver? Pourquoi pas la pyramide de Khéops? Je le dis, mais c'est quasiment mot pour mot. Pourquoi pas la pyramide de Khéops? Si je démontrais que la pyramide de Khéops était une centrale d'énergie, nous aurions la réponse à tous les problèmes. Bah voilà, c'est la pensée magique, quoi. En gros, je dresse un scénario, j'invente une histoire et j'ai résolu le problème, quoi. Et oui. Donc c'est parti de là. Et donc il a élaboré toute une théorie comme ça, vraiment alambiquée. C'est assez lourd à lire. Hein. Je me suis imposé cette lecture, franchement. Et c'est très technique, mais forcément c'est tellement technique et un peu millefeuille argumentatif que quasiment personne n'est en capacité de juger si c'est valable ou pas. Et mais c'est un mélange un peu de tout et n'importe quoi, où il imagine qu'en fait la pyramide de Khéops était un peu alimentée avec des acides qui permettaient par électrolyse de créer enfin bref, je vais pas aller trop loin dans l'explication, sinon on en a pour une heure. Mais en gros, pour lui, la pyramide de Khéops, elle transforme les ondes telluriques en micro-ondes, et ces micro-ondes sont envoyées vers l'espace, et puis après, par un système de relais satellitaire renvoyé aux quatre coins du pays, par un système alors basé sur la tour de Tesla, parce que Tesla, c'est un mot magique aussi dans les milieux alternatifs en ce moment. Donc, si on ne prononce pas Tesla, on perd des abonnés, donc il faut dire Tesla. Et donc, si on imagine qu'il y avait des tours de Tesla un peu réparties aux quatre coins de l'Égypte, et bien toute cette énergie pouvait être récupérée et faire fonctionner les fameux outils à ultrasons pour tailler la pierre. C'est tellement abracadabrant, je suis désolé d'en rigoler, quoi, mais quand on le raconte comme ça, on se dit mais ça paraît tellement ridicule. Comment être persuadé par ça? Dans le chat, en tout cas, les gens disent que le scénario de Stargate est mieux. Oui, et puis bon, c'est divertissant, quoi. Moi, ça me divertit pas du tout la théorie de Christopher Dunn, et c'est pathétique en fait, mais en fait, ce que j'explique souvent, c'est pas les arguments de la théorie qui séduisent les gens, qui permet de les convaincre. En fait, c'est plutôt c'est ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'avec cette théorie-là, je défie les institutions, je défie les chercheurs, je critique les chercheurs, je critique les institutions. Et c'est ce seul aspect-là qui séduit. Et à partir du moment où vous entrez dans ce système, dans cette logique mentale-là, les arguments à côté de la théorie, à la limite, les gens s'en foutent. Ils vont l'adopter en fait parce qu'il y a cette prise finalement de position politique, parce que moi c'est de la politique, ça, de fait de critiquer les institutions afin de pouvoir convaincre les gens. Si vous, de toute façon, je pense que d'une manière générale, à partir du moment où vous commencez par critiquer quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir mettre en avant une idée, c'est qu'il y a un problème, quoi. Il devrait y avoir une lanterne rouge qui s'allume là à chaque fois que vous entendez ce type d'argumentaire. Venez-en aux faits. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Et si vous vous concentrez que sur les faits, dans la théorie de Christopher Dunn, mais il n'y a plus rien. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est un scénario inventé de toutes pièces. Et l'un des points les plus illogiques de la théorie de Dunn, c'est que, ok, imaginons que la pyramide de Khéops soit une centrale électrique. Imaginons. Alors pourquoi on a la pyramide de Képhren avec des appartements totalement différents? Pourquoi on a la pyramide de Kérinos? Pourquoi on a d'autres pyramides ailleurs avec des appartements, des aménagements totalement différents? Ça veut dire que Christopher Dunn serait obligé en fait d'inventer une théorie pour chaque pyramide. Parce que chaque élément de la pyramide de Khéops a sa logique propre dans sa théorie. Alors le reste fonctionne comment? Ça n'a aucune logique. Et pourquoi il n'a jamais essayé sa théorie? Pourquoi il l'a jamais mise en pratique? Parce qu'il se vante d'être un ingénieur, ce qu'il n'est pas d'ailleurs.
c'est un mécanicien. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Mais il se vante d'être ingénieur dans l'industrie. Alors, un ingénieur dans l'industrie doit mettre en pratique cette théorie et montrer que ça marche. Il l'a jamais fait. Donc, c'est peut-être bien quand même qu'il y a un problème quelque part, quoi. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le plus farfelu, quoi. Et c'est vrai que ça donne des maux de crâne quand on voit le succès de ces théories-là, quand c'est possible, quoi. Et alors, il y a des théories un peu plus raisonnables, mais qui finalement sont tout aussi historiquement fausses. Et des théories qui sont à ce point raisonnables, en fait, que même des égyptologues sont séduits par ça. Alors moi, je pense en particulier au nombre d'or. C'est-à-dire qu'on imagine en fait que la pyramide de Khéops est un monument particulier dans lequel on a inscrit un savoir, que les Égyptiens auraient inscrit un savoir tel que la connaissance du nombre d'or ou du nombre pi. Et là, on est aussi dans une mouvance un peu... c'est un peu ésotérique tout ça, d'imaginer que la pyramide de Khéops est un monument vraiment particulier, qui n'a rien à voir avec les autres autour, avec les autres pyramides, et qu'elle est une sorte de bibliothèque de savoir, de connaissances oubliées. Voilà, ça on est toujours un peu dans les légendes qui fleurissaient au premier millénaire après Jésus-Christ. Hein. C'est une sorte de continuation. Mais le nombre d'or, il faut bien savoir que c'est une légende, c'est un mythe moderne. Le nombre d'or n'a jamais existé dans l'Antiquité. C'est d'ailleurs, je tiens aussi à souligner, en tant qu'enseignant en mathématiques, que le nombre d'or n'a quasiment aucun rôle dans les mathématiques. C'est un concept ésotérico-esthétique. C'est quelque chose qui a été inventé par un ésotéricien au XIXe siècle. Ça n'existait pas avant. Il y a une propriété mathématique qui en est à l'origine. C'est Euclide qui l'a formulé pour la première fois, mais Euclide ne parle jamais de nombre d'or, de section d'or. Pour lui, il y a une propriété mathématique qui a un but fonctionnel et c'est tout, quoi. Et au fil du temps, voilà, alors je vais pas dresser l'historique, ça je l'ai déjà fait, mais voilà, c'est apparu au 19e siècle, ça a eu beaucoup de succès parce qu'il y avait un terreau pour ça, et que depuis, en fait, ça a eu tellement de succès, ça s'est tellement ancré dans l'imaginaire collectif que finalement, le nombre d'or n'est plus remis en question par personne. Et que même dans les écoles d'architecture, on enseigne que le nombre d'or se retrouve dans tel ou tel monument, ce qui est assez fou, quoi. C'est que ce mythe-là doit être démonté. Il y a un livre, d'ailleurs, qui a été écrit à ce sujet, Le nombre d'or, radiographie d'un mythe. Ça, je conseillerais à tout le monde de lire. Et qui reprend, voilà, point par point, l'historique, en fait, de son apparition. Et ça montre bien que, voilà, les Égyptiens ne pouvaient pas le connaître parce qu'il n'existait pas. Les Grecs non plus, d'ailleurs. Et Vitruve, qui a écrit un livre d'architecture sur les principes d'architecture, n'évoque jamais l'existence d'un nombre d'or quand il parle de proportions de monuments. Il parle que voilà, les proportions étaient toujours relativement simples. Alors le nombre pi, lui, il est important en mathématiques. Alors je dis, et là, pourquoi pas? C'est beaucoup plus plausible, pi. Mais pi, le problème, c'est qu'on connaît beaucoup de documents égyptiens qui en parlent. Et ils en parlent d'une certaine façon qui nous montre, en fait, qu'ils ne connaissaient pas vraiment pi. Parce qu'en fait, ils opéraient une quadrature du cercle. Ils simplifiaient un cercle en carré, en fait. Et ils comparaient les aires. Donc, du coup, ils n'utilisaient pas pi. Voilà. Ils ne connaissaient pas la constante, ils ne connaissaient pas ce rapport-là. Ils n'en avaient pas besoin. Donc, après, imaginez donc que la grande pyramide de Khéops ait contenu le nombre pi avec une précision supérieure à ce que les documents égyptiens nous le montrent. Bon, ça veut dire qu'en fait, on est obligé de considérer que la pyramide de Khéops, c'est un objet extraordinaire, particulier, qui se détache, en fait, de tout ce qu'il y a autour. Et là, on est sur un terrain extrêmement glissant, c'est-à-dire qu'on peut dire tout et son contraire. En considérant que c'est unique et particulier, on peut inventer n'importe quoi. Alors, vous êtes très nombreux à avoir posé beaucoup de questions parce que le sujet est vraiment passionnant et je pense qu'on aurait de quoi faire 40 émissions avec Franck, honnêtement, là-dessus. On voulait évoquer quand même d'autres édifices sur cette dernière demi-heure d'émission. Peut-être juste une dernière question sur ces pyramides et les clichés qui les entourent. Il y a aussi souvent cette idée que les pyramides sont vraiment construites au millimètre près, quoi, que c'est des chefs-d'œuvre de précision sur l'alignement des blocs et le reste. Est-ce que c'est vrai? Alors, il y a du vrai. Il y a du vrai dans cette histoire. Alors, tout ce que je dis depuis tout à l'heure n'enlève en rien l'exploit que représente la construction de la Grande Pyramide. Hein. Le but, c'est d'établir des faits d'abord et de bâtir sur ces faits-là.
Alors, la grande pyramide de Khéops, par exemple, c'est sans doute la pyramide qui a été construite avec le plus de soin, le plus de précision. Ça, c'est un fait. Voilà. Les lignes de sa géométrie, de sa base carrée, par exemple, ne posaient qu'une erreur sur les dimensions et sur les angles droits qui ne dépassent pas 4 ou 5 cm. Alors, sur 230 mètres de long, c'est très bien, c'est pas mal. Alors, maintenant, il y a des gens qui exagèrent, ils diraient, on serait pas capable aujourd'hui. Mais attendez. D'accord, c'est extraordinaire pour l'époque. Mais aujourd'hui, on fait, infiniment mieux. Enfin, on est capable de faire bien mieux. Pas exagérer non plus, quoi. On a des lasers, on a des systèmes de mesure hyper précis. On envoie des sondes spatiales, j'allais dire presque au mètre près à l'autre bout du système solaire. Je prends un exemple un peu plus concret, c'est la construction du Mont Blanc, du tunnel du Mont Blanc, qui fait plusieurs kilomètres de long, 13 kilomètres, si je me rappelle bien, je vais pas dire de bêtises. Et les Italiens et les Français ont construit chacun de leur côté. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. On est dans les années 50, début 60. Et ils ont construit chacun leur tronçon. C'est même pas en ligne droite, avec des dénivelés, tout ça. Et par triangulation, en faisant des mesures avec le sommet de la montagne, etc., ils ont réussi à se rejoindre avec une erreur de 13 cm. Vous imaginez quand même. Là, on est sur plusieurs kilomètres et ils travaillaient à l'aveugle. C'était même pas l'air libre. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Il y avait encore. Alors, les outils étaient forcément très performants, mais on n'était pas encore à ce stade-ci, quoi. À le stade des années 70, 80, où on a vraiment l'électronique et l'informatique qui sont apparus. Voilà. Donc, non, oui, on est capable de faire bien mieux. C'est extraordinaire pour l'époque et ça, c'est sûr. Maintenant, on travaille sur ces sujets-là aussi. Le but, c'est de déterminer comment ils ont pu atteindre une telle précision. Et là, il y a quand même des techniques qui sont envisageables et les statistiques montrent qu'on arrive à des précisions de cet ordre-là. Mais oui, ils ont vraiment poussé à l'extrême leur capacité. Ouais. Et alors, je crois, tu me corriges si je me trompe, que c'est vrai que d'extérieur, on voit les blocs qui sont taillés, tout propres, tout lisses. On imagine bien qu'ils se sont pas fait chier à tailler aussi proprement à l'intérieur. Enfin, je veux dire, quand les faces qui sont cachées, quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est qu'on a tendance aussi à exagérer en disant c'est 2,5 millions de blocs, donc déjà ça, on sait pas. C'est environ 2 millions de blocs. 2 millions de blocs ajustés au millimètre près ou dixième de millimètre. Non, ça, c'est faux, c'est pas vrai. Ils ont très bien taillé, très bien ajusté les blocs de parement pour dire que l'aspect fini soit parfait, vraiment qu'on distingue même plus les joints. Ça, c'est un fait. Et les blocs aussi qui constituent les appartements internes sont très bien ajustés, parce qu'il fallait pas que ça bouge, il fallait vraiment que ça tienne. Après, dans la masse même de la pyramide, on a beaucoup de blocs à peine équarris, c'est-à-dire vraiment avec des formes très grossières, dont les joints, en fait, dont les épais joints sont remplis de matériaux divers. Il y a même des cavités remplies de sable, etc. Donc le but, c'est de faire des assises très planes, vraiment bien nivelées. Ça, c'est vraiment important pour dire qu'il n'y a rien qui bouge sur les côtés. Mais après, le reste, on remplit, quoi. Il y a vraiment des remplissages là-dedans. Ouais. Parlons un petit peu de ta spécialité aussi, puisque toi, t'aimes bien le militaire. Et donc, on n'a pas que des pyramides en Égypte, on a aussi des forteresses. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces forteresses égyptiennes ? Oui, tout à fait. C'est passionnant parce qu'en fait... on a l'Égypte ancienne et quand on visite l'Égypte, on voit les temples, on voit les pyramides, etc. Et c'est normal. Alors, c'est ce qui est le mieux préservé. Et ce qui est dommage, en fait, ce qui a été le plus mal préservé, c'est toute cette architecture en briques, donc l'architecture civile et surtout l'architecture militaire, parce qu'en fait, les Égyptiens étaient des maîtres dans l'art de bâtir des forteresses. Et ça, peu de gens le savent. C'est-à-dire qu'ils se sont montrés aussi géniaux dans la construction des forteresses que dans la construction des pyramides. Ils ont été vraiment novateurs. Je pense que ce sont les premières attestations de ponts coulissants, de ponts mobiles, en fait, de meurtrières. On a des meurtrières dans les forteresses du Moyen-Empire. Vous imaginez un peu, les meurtrières, on n'en connaît pas avant peut-être le Moyen-Âge, quoi. Je suis pas sûr que les Grecs et les Romains en avaient. Ah si, peut-être en haut des murailles, mais vraiment très tardivement. Et on a plusieurs lignes de défense avec des fossés secs, etc. Non, vraiment, c'est très, très impressionnant. Et alors le problème, c'est qu'on a très peu de documents écrits là-dessus parce que les Égyptiens avaient l'habitude de graver des scènes, d'écrire des textes sur ce qui était finalement ce qui faisait rayonner le pharaon, sur les temples, ce qui faisait rayonner les dieux. Et c'est vrai que l'architecture militaire était quelque chose de plus utilitaire pour eux, bien qu'il y ait eu un symbolisme quand même fort, mais bon. Et en fait, les plus belles forteresses étaient situées en Nubie, au Soudan. Et malheureusement, lors de la création du barrage d'Assuan, donc la création du barrage d'Assuan a provoqué
la création du grand lac Nasser. Et ce lac Nasser a quasiment englouti la plupart des forteresses qui étaient bien préservées d'ailleurs. Alors pourquoi elles étaient situées que à cet endroit ? Parce qu'en fait, les pharaons du Moyen Empire avaient à cœur de contrôler et d'exploiter la région nubienne. Donc ils ont envahi cette région au Soudan, donc sud de l'Égypte et puis le Soudan, pour pouvoir exploiter les mines d'or, mines de matériaux précieux. Enfin, il y avait des matériaux précieux à aller chercher en Nubie, et puis aussi contrôler le royaume rival qui est situé au sud, le royaume de Kouch. Donc on contenait les attaques, et puis on exploitait la région. Et c'était aussi un corridor qui menait après vers l'Afrique. Donc pour faire les échanges commerciaux, c'était l'idéal. Donc tout ça, le Nil, en fait, sur plusieurs centaines de kilomètres, a été protégé par un chapelet de forteresses établi de distance en distance qui pouvait en plus communiquer par des signaux. On a quand même quelques documents, des papyrus qui nous évoquent en fait la circulation de militaires comme ça, qui contrôlaient tous les Nubiens qui pouvaient circuler dans la région et qui n'avaient pas de laisser passer ou d'autorisation à circuler, quoi. C'est vraiment passionnant. Alors c'est vrai que c'est triste parce que le lac Nasser, du coup, comme les pyramides étaient en briques crues, on n'a pas pu les sauver. On a sauvé les temples, la plupart des temples qui étaient en Nubie, le fameux temple d'Abou Simbel, lui qui a pu bénéficier de ce programme de sauvetage. Mais voilà, du coup, les forteresses ont été étudiées un peu à la va-vite. Comme ça, il y a eu des missions quand même de fouilles qui ont été faites. Il y a énormément de rapports de fouilles de cette époque, des années 50. Alors je dirais même des années 1910 aux années 1960, parce qu'en fait, il y a eu un premier barrage à Assouan construit au début du XXe siècle qui menaçait déjà en fait les forteresses égyptiennes. Et ces forteresses-là, il restait vraiment les édifices entiers un peu abîmés ou vraiment il restait que les bases ? Il y a certaines forteresses où il restait que la base, pas grand-chose, mais il y en a, il y avait vraiment... par exemple, la forteresse de Kouban, c'était une sorte d'enceinte rectangulaire où le mur s'élevait presque jusqu'en haut du mur original. Donc on avait encore 9-10 mètres de muraille. La forteresse de Bouhen, le chef-d'œuvre de l'architecture militaire antique, qui était l'une des plus grandes forteresses égyptiennes et vraiment la plus sophistiquée, elle avait encore des pans de murs comme ça, qui s'élevaient à plus de 8-9 mètres. On avait encore les fossés. Alors on avait des remparts bas, percés de meurtrières, qui flanquaient les fossés, et puis on avait derrière la muraille principale. Non, on a encore il y a des photos en noir et blanc d'ailleurs qui circulent sur le net, vous verrez, c'est vraiment, c'était magnifique. Et alors, on met combien de types dans ces forteresses pour les garder ? On n'en sait trop rien, ça. Le problème, c'est que, oui, les forteresses étaient grandes, donc il fallait forcément... Alors, on a je ne vais pas dire de bêtises. Par exemple, la forteresse de Bouhen, l'enceinte extérieure, elle faisait combien de long ? C'était plusieurs centaines de mètres, forcément. Je n'ai plus le chiffre en tête. Peut-être 800 mètres dans ces eaux-là, quoi. Donc forcément, pour poster des soldats sur les 800 mètres de muraille, il fallait quand même une belle garnison, quoi. Alors, on se pose la question, pourquoi des forteresses aussi sophistiquées dans une région où finalement l'ennemi n'était pas censé être technologiquement très évolué, quoi. En fait, moi je me dis, c'est peut-être tout simplement un négatif. Il faut le prendre comme un négatif, et que le système de défense qu'on oppose à un attaquant, ça révèle toute la force de l'attaquant. C'est peut-être justement que le royaume de Kouch avait des capacités supérieures à celles qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Il était peut-être tout simplement en possibilité d'amener peut-être des sortes de tortues bélières ou des tours de siège. Parce qu'en fait, les Égyptiens connaissaient les tortues bélières et tours de siège dès l'Ancien Empire. Ça, on a une représentation de tours de siège à l'Ancien Empire. Donc voilà, peut-être que le royaume voisin, lui aussi, avait eu connaissance de ces technologies et qu'il en faisait usage. Donc je pense qu'on ne met pas en œuvre une forteresse aussi sophistiquée pour se protéger de petites tribus anodines, quoi. Et c'est des forteresses qui sont construites sur le même modèle ou là aussi il y a des évolutions ? Ouais, il y a des évolutions. Alors on remarque plusieurs stades. Le premier stade, ce sont des forteresses à face lisse rectangulaire, qui est vite supplantée par une forteresse à redans, vraiment des redans très serrés. Et d'ailleurs, qu'on retrouve dans l'architecture funéraire du Moyen Empire, les pyramides sont, à un moment donné, en même temps que les forteresses, entourées de murailles à redans du même type. C'est quoi une muraille à redans ? À redans, c'est-à-dire comme ça, voilà, avec des créneaux comme ça. D'accord, c'est les petits, c'est les créneaux. Pour ceux qui nous écoutent en podcast. Ouais, on peut pas parler de tours. Ce sont pas vraiment des tours, des petites tours flanquantes comme ça, mais très serrées, voilà.
dont le but n'est pas en fait militaire, comme je l'ai démontré dans un article, mais sans doute davantage symbolique, parce que le motif à redans dans la pensée égyptienne est un motif de royauté. Et donc on impose la royauté dans une région en affichant le motif à redans sur les murs des forteresses. Et on retrouve d'ailleurs ce motif à redans dans les enceintes funéraires de la même époque. Et alors, il y a ces forteresses qui sont des grosses places militaires, on l'a compris, pour défendre des itinéraires. On a des traces d'autres édifices peut-être un peu plus restreints. Souvent, on a des évocations de tours de guet, ce qu'on appelle des tours Sounou, en fait, dans l'Égypte ancienne, surtout l'Ancien Empire. C'est-à-dire que les villages étaient défendus. En fait, ils défendaient le produit de leur récolte dans des silos qui étaient en fait des sortes de tours, des tours gardées en fait crénelées. Et c'est des tours en fait à laquelle on accédait par une échelle. Et c'est assez rigolo parce que en fait ces tours ont été en usage dans l'Égypte jusque l'ère napoléonienne. On retrouve dans la description de l'Égypte qui a été publiée sous les ordres de Napoléon une gravure qui représente exactement ce type de tours, tels qu'on les retrouve dans des documents déjà du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Parce qu'en fait, on a du brigandage, on a des gens qui attaquent souvent les récoltes, les biens des villages, etc. Donc, on s'en prémunit comme ça. Donc, 2 tours, généralement disposées dans un village, qui se flanquaient mutuellement, c'est-à-dire qui se protégeaient l'une l'autre. On en mettait rarement une toute seule. Et à côté de ça, je parlais de forteresse, mais aussi de nature militaire, on avait aussi des murailles, de grandes murailles. À Assouan, on avait une longue muraille de 7 km de long. Il y a encore quelques maigres vestiges aujourd'hui, mais en fait, cette muraille était établie en fait le long de la cataracte, c'est-à-dire le long des rapides que les bateaux pouvaient pas franchir. Donc, on débarquait toutes les cargaisons des produits qu'on avait achetés, qu'on avait échangés au Soudan ou en Nubie, qui prenaient la direction du nord. On les déchargeait et on prenait la terre ferme à pied et on longeait la muraille, justement la muraille qui protégeait des brigandages et des tribus qui pouvaient attaquer ces cargaisons qui traversaient la cataracte. Donc une longue muraille comme ça. Et dans le nord de l'Égypte, c'est pareil, on a souvent la mention des murs du souverain, les murs du prince, qui est un ensemble d'édifices comme ça, un ensemble de murailles et de forteresses associés à des canaux gigantesques qui permettaient de protéger toute la frontière orientale de l'Égypte. Donc les Chinois ont copié. Ils ont copié, mais c'est beaucoup plus grand en Chine quand même. C'est beaucoup plus grand. Alors, on parle depuis le début de cet entretien des édifices de pouvoir, finalement, pyramides, forteresses. Et on a aussi des palais. Alors les palais sont un peu comme les forteresses, très très mal documentés parce que la plupart étaient construits en briques crues. Voilà, donc il en reste très peu de choses. Alors, on connaît très bien l'un des palais, qui est celui de Malkata, donc sur la rive ouest de Luxor, parce qu'en fait, lui, alors bien qu'il soit en très mauvais état, le lieu où il a été construit n'a pas été réoccupé après son abandon. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait retracer son plan exact. Alors, si on pouvait tout fouiller, malheureusement, on peut pas parce qu'il y a des habitations qui sont venues un peu s'étendre, mais bon. Et donc ça a été fouillé par intermittence. Alors ce site, c'est une longue histoire archéologique. C'est un peu comment dire. C'est une de ces histoires qui se finit pas très bien, enfin qui ne se déroule pas très bien. Voilà, où chacun fait un peu ses fouilles de son côté. Il y a des missions qui succèdent, alors par exemple au début du XXe siècle, il y a eu un grand dégagement en fait. Du bas des murs, alors qu'il s'élève à plus de 1 mètre quand même, ce qui est pas mal pour un édifice en briques, avec vraiment des décorations très riches, du sol, des murs, même du plafond qui s'était écroulé. Mais on a laissé ça comme ça. Et donc, il y a un moment, il y a eu des pluies diluviennes, ça a détruit quasiment la plupart des décorations qui avaient été révélées, quoi. Alors, il y en a certaines qui ont été quand même emmenées, qui se situent au musée du Caire, qui se situent au Metropolitan Museum de New York. Mais il y en a qui sont encore en réserve aussi. Mais une grande partie a été détruite pour ça. Donc on a des missions comme ça qui se sont succédées, certaines qui ne sont pas très bien entendues et qui fait que aujourd'hui c'est un site qui, on va dire, moyennement bien connu, mais qui demanderait vraiment à avoir une mission d'ampleur et qui se déroule sur un temps long, quoi. Donc là il se passe plus rien. Mais moi j'ai beaucoup travaillé dessus donc parce que j'ai eu l'objectif en fait de le reconstituer en 3D, ce site. Parce qu'on avait suffisamment quand même d'informations, de rapports et puis de vestiges archéologiques qui permettaient de faire une belle reconstitution. Savoir que ce palais, il est situé au bord des vestiges d'un grand lac qui fait plus de 2,5 km de long. Et on voit
sur les vues aériennes, aujourd'hui, si vous regardez sur Google Maps ou Google Earth, vous voyez vraiment les limites du lac. Alors, c'est une sorte de T, comme ça, hop, voilà. Le lac, et le T, en fait, qui était relié à une branche, qui était relié au Nil par un canal. Et donc, les Égyptiens ont établi des champs sur les limites de ce lac. Et en fait, autour de ce lac, on a des collines de matériaux qui sont issus du creusement qui a été effectué au Nouvel Empire. Donc, si je me rappelle bien, c'était 12 millions de mètres cubes de matériaux qui ont été creusés et qui forment ces collines aujourd'hui, sur lesquelles s'établissent d'ailleurs les habitations modernes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un site vraiment unique en Égypte. Mais alors, du coup, ils ont aménagé le lac, c'est ça, en fait? Plus la construction du palais? Ouais, le palais, en fait, c'était une sorte de... Moi, je comparais plus ça à... C'était limite, enfin, c'était une ville, en fait. On a l'habitude de dire le palais de Malkata, mais c'était une cité résidentielle, quoi. Je prendrais comme point... En fait, c'est l'origine de la cité de Tel El Amarna, en Moyenne-Égypte, la fameuse ville capitale du pharaon Akhenaton, l'hérétique, entre guillemets, le père de Toutankhamon. Et donc, Aménophis III était le grand-père de Toutankhamon, celui qui a établi son palais à Malkata. Et en fait, Akhenaton, lui, il a pris modèle sur ce palais de Malkata pour établir sa cité-résidence de Tel El Amarna. Malkata, on a un grand lac, on a un grand palais, mais on a aussi des villes d'ouvriers qui sont situées aux alentours. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, Zahi Hawass avait annoncé la découverte d'une cité d'or. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la Golden City. Et en fait, cette cité d'or, c'était une ville d'ouvriers qui travaillaient pour le palais de Malkata. On a retrouvé d'ailleurs des objets d'artisanat qui étaient destinés. Alors attention, ce palais de Malkata, c'était pas un palais dans lequel le pharaon vivait. C'était un palais destiné uniquement à célébrer ses jubilés. Voilà. Ce qu'on appelle les fêtes Sed en égyptien. Donc c'est seulement un palais temporaire. Alors, vous imaginez quand même. C'est un palais de campagne. Oui, en quelque sorte, où il venait célébrer en fait la durée de son règne avec faste en invitant les souverains étrangers. Alors, on imagine comment ça... Alors, il y avait un grand lac comme ça pour faire de grandes cérémonies avec des bateaux certainement peut-être recouverts d'or, etc. Et tous les aménagements de ce palais étaient destinés essentiellement à y faire dérouler des rites propres aux fêtes jubilaires d'un souverain égyptien. Donc, dans ce palais, on trouvait un trône, un baldaquin donc, qui couvrait le trône, et dont un est représenté d'ailleurs dans une tombe contemporaine. Et donc, c'est cette représentation, puis les vestiges qu'on a retrouvés sur les lieux, qui m'a permis, pour la première fois, de représenter en 3D un baldaquin, de reconstituer un baldaquin royal. Et bien sûr, on met tous les liens en description pour ceux qui regardent cette rediff ou en direct là dans le chat, pour que vous puissiez aller checker un petit peu ton boulot, Franck, sur la reconstitution. Oui, tout est en ligne. Alors, c'est vrai que le but de ce projet, c'était justement de faire en sorte d'avoir un contenu qui soit accessible librement et gratuitement. Voilà, je tenais pas à faire ça pour que ce soit finalement que ça n'apparaisse que dans des revues ou des livres qui soient tirés à 100 exemplaires. C'est vraiment, je trouvais que c'était un bon moyen de diffusion aussi et de reconstitution dont tout le monde devait profiter. Voilà, c'était important. Donc le site projet Palais 3D il y a une visite virtuelle qui est accessible sur le site. On peut visiter pièce par pièce, en fait, tout ce qui a été reconstitué dans des vues à 360 degrés et en 3D si vous avez un casque virtuel. Oh, ça m'intéresse. Voilà, il n'y a qu'à cliquer sur le site et c'est disponible. On arrive à la fin de cette émission. Alors c'est vrai qu'on a un peu rushé sur les forteresses et le palais, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Ça aurait mérité un sujet en soi pour ces deux types d'édifices. Est-ce que tu aurais des ouvrages, des documentaires, des ressources à conseiller aux gens qui nous écoutent pour non seulement en savoir plus sur ces constructions égyptiennes, mais peut-être aussi sur tout ce champ des fake news qui entourent l'Égypte antique? Alors, tout d'abord, sur la construction de l'architecture égyptienne, il y a vraiment très peu de choses. Alors, après, je conseillerais mes livres, forcément, mais je dirais que en construction égyptienne, il y a un livre qu'on ne peut trouver que d'occasion actuellement en français. C'est La construction pharaonique de Goyon, Golvin et d'autres auteurs, qui est vraiment une somme d'informations sur la construction pharaonique. En anglais, il y a un classique, Building in Egypt de Dieter Arnold. Voilà, ça, je conseille fortement. C'est en anglais, malheureusement, mais je pense qu'on le trouve assez facilement.
Ça, c'est sur la construction. Sur les fake news, alors il y a l'Égypte ancienne, vérité et légende de Florence Quentin, voilà, qui traite d'autres sujets que moi je traite, mais qui sont tout aussi importants sur les fake news. Et il y en a un, moi, que j'adore, c'est ce livre-là. Si vous souhaitez vraiment comprendre le mécanisme du succès de la théorie des anciens astronautes et de la pseudo-archéologie, c'est À la recherche d'une autre genèse, de Victor Stokowski. C'est passionnant. Mais alors, c'est vraiment d'une objectivité rare. Et il remonte jusqu'au 19e siècle, etc., pour connaître vraiment les ressorts et puis les origines aussi de toutes ces théories, parce que c'est très vieux, c'est très ancien, et pourquoi elles marchent. Voilà. En termes de contenu, après sur les médias, je conseillerais aussi la chaîne Le Grand Virage, dans laquelle je suis intervenu. C'est lui d'ailleurs, je pense, il y a quelques années, qui m'a un peu remis un peu le pied dedans du combat contre les fake news, etc. Donc on avait tourné une vidéo ensemble. C'est une chaîne un peu qui fait des documentaires sur les codes esthétiques un petit peu conspirationnistes, sensationnalistes, sauf que l'objectif c'est justement de prendre le contre-pied et de révéler l'escroquerie, quoi. Voilà, il joue un peu avec les codes de ces documentaires-là, mais justement pour les débunker, en fait. Voilà, donc je vous conseille cette chaîne. Et puis voilà, après j'ai pas d'autres choses en tête. Sur l'architecture égyptienne, malheureusement, c'est vrai que c'est un des grands paradoxes, en fait, c'est que les gens sont passionnés par ces sujets, notamment par les pyramides. Quand ils vont visiter l'Égypte, ils ne voient que de l'architecture, mais en termes de livres, il y a très peu de choses. Quand on voit un livre sur l'architecture égyptienne, généralement, c'est quand un auteur veut vendre sa théorie. Par exemple, la pyramide de Khéops, vous avez des centaines, voire des milliers de bouquins où à chaque fois, c'est pour vendre la théorie de quelqu'un qui clame avoir découvert le grand secret, etc., quoi. Alors, je vais faire un peu une pub personnelle, si vous voulez bien. Oh, ben, fais-toi plaisir. C'est que, alors, j'ai un livre sur la pyramide de Khéops qui est prévu pour cet automne. 2026, du coup, on le précise, parce que si des gens regardent ça en 2027, il sera déjà dispo. Voilà, l'automne 2026, chez Actes Sud, et dont le titre provisoire, je pense qu'il sera définitif, a priori, ce sera le grand livre de la pyramide de Khéops. Donc, le but, c'est vraiment de faire une synthèse sur la pyramide, sa description, sur tous les débats qu'il y a autour de la pyramide, sur la construction, sur ses appartements. Voilà, c'est très très complet et j'ai vraiment hâte de voir qu'il sorte, quoi. Parce que finalement ça va être le premier livre de ce type, quoi. Un vrai livre de synthèse sur la pyramide de Khéops, sans qu'il y ait une théorie à la fin, à la clé, pour résoudre le grand mystère. Et en dehors de ce bouquin, tu travailles sur quel autre projet, si tu peux nous en parler? Oui, alors je participe à la mission Inside the Great Pyramid, qui a pour but en fait de décrire pour la première fois de manière très précise et scientifique les chambres de décharge de la pyramide de Khéops. Donc c'est pour faire suite à des missions d'investigation qu'on a effectuées. Alors c'était en 2024. Et là, on travaille, on est toujours sur l'analyse et puis la mise au point du rapport archéologique, en fait, qui en découlera. Voilà, quelque chose de très précis. C'est ce qui a suivi après l'émission Scan Pyramide ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Non, c'est complètement indépendant. Ceci dit, Scan Pyramide a financé le scan, qui a permis justement cette description. Et non, c'est là vraiment le but, c'est de faire pour la toute première fois. Et là, c'est paradoxal quand on y pense aussi, hein. On parle de la pyramide de Khéops, sans doute l'objet de toutes les spéculations, de toutes les conversations quand on parle de monuments antiques. Mais il n'y a aucun rapport archéologique précis qui a jamais été établi sur cette pyramide, avec les exigences modernes en tout cas. C'est assez fou quand on y pense. Et là, pour la toute première fois, voilà, la chambre du roi et les chambres de décharge vont être décrites vraiment dans le moindre détail, au millimètre près. J'avais une question qui me vient comme ça là, sur la fin d'émission, mais il fallait que je te la pose aussi. Dernièrement a ouvert un nouveau très grand musée en Égypte. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact, sur la réception du public vis-à-vis de tout ça, ce sujet-là, peut-être de la recherche aussi? Je sais pas. Un impact positif sur la réception, enfin sur la perception que les gens ont des pyramides, etc., ou des théories, je pense pas. Parce que les gens, quand ils vont en Égypte, déjà, je pense qu'ils ont déjà beaucoup d'occasions de constater par eux-mêmes des faits
qui viennent contredire tout ce qu'ils peuvent lire ou voir sur les réseaux, mais ça ne les fait pas changer d'avis. Alors je pense que le fait de visiter le grand musée égyptien, ça ne les fera pas changer d'avis s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière pour leur expliquer ou quoi que ce soit. Par contre, je pense qu'au niveau touristique, c'est clair que ça provoque un boom. A priori, ce que j'ai entendu dire, il est vraiment hyper fréquenté. Et donc, comme les gens maintenant vont se diriger vers ce grand musée ou d'abord vers les grandes pyramides, mais que chaque site va se nourrir l'un l'autre. Donc là, a priori, vraiment, le site de Giza est surfréquenté, comme jamais. Donc je pense que déjà, touristiquement, voilà, l'objectif est rempli. Après, scientifiquement, je pense qu'il y a un intérêt pour nous à voir des pièces quand même qui sont exposées, qui n'avaient jamais été exposées auparavant. Ça, oui, c'est une chance de les voir et puis de les étudier, quoi. Parce qu'il y avait quand même pas mal de choses en réserve qui demandaient à être sorties. Donc oui, ça c'est pas mal. Est-ce que ça va révolutionner le sujet? Non, je pense pas. Merci Franck pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui, c'était passionnant. Merci à toi, merci, c'était un vrai plaisir, merci pour l'invitation. Encore une fois, on a eu énormément de questions qu'on n'a pas pu poser, donc je m'excuse de ne pas avoir tout pu transmettre à Franck, mais écoutez, pourquoi pas, ce sera une autre émission où c'est l'occasion de se dire qu'on relancera des productions sur l'Égypte, sur Nota Bene, avec Franck en featuring, je ne sais pas, on verra, mais c'est hyper précieux d'avoir toutes vos questions qui ont été posées. Merci pour votre curiosité. Merci encore aux camarades de Louis pour la préparation de cette émission. Et puis bien évidemment, vous pouvez retrouver comme d'hab cette émission et tous les autres. Il y en a des dizaines, voire même des centaines, je sais plus combien on en a fait maintenant, sur le podcast qui est dispo sur toutes les plateformes ou encore sur YouTube Nota Bonus dans quelques semaines et quelques mois. Voilà, merci à tous, merci encore Franck et à la prochaine. Salut, ciao.